Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entourloupe dans l'Azimut. Entourloupe dans l'Azimut qui revient de vacances et qui débute une nouvelle saison. Et pour cette nouvelle saison, quel setup mon cher Stéphane, puisque un épisode enfin de nouveau en présentiel, tous les trois. Présentiel, absolument, pour reprendre les nomenclatures héritées du Covid. Oui, bonjour Antoine, bonjour tout le monde, bonjour bienvenue dans l'Entourloupe. C'est non sans émotion qu'on vous partage cet épisode sous le beau ciel provençal avec un peu de Mistral. Donc désolé si vous entendez des petites bourrasques en arrière-fond. Mais voilà, on est vraiment très contents. Vous faire un épisode en plus un petit peu légèrement particulier. On va revenir dans le jeu vidéo. Exactement. Et on est enfin content de pouvoir faire ça en se voyant nos gueules et pas seulement par des petits trucs sur Discord. Et ouais, putain, fini Discord, fini le décalage horaire, quoi. Hostie, que ça a fait du bien de revenir dans le pays, n'est-ce pas? Mais oui, un grand plaisir de débuter aussi cette nouvelle saison, parce qu'on a fêté il y a peu de temps nos 1 an. Et ouais, l'Entourloupe a désormais 1 an. Merci pour vos messages de sympathie, tout simplement, hein, pour ces 1 an. Et que dire que la deuxième année va bourrer, mais on passe la seconde, quoi, très clairement. Absolument, et vraiment un immense merci pour votre soutien tout au long de cette année, pour tous que ce soit nos amis ou les auditeurs qu'on a appris à vous connaître par les différents réseaux. C'est vraiment très touchant de voir que des gens qu'on ne connaît pas nous écoutent et nous font des petites remarques, des petits retours, etc. C'est vraiment une chouette aventure et on n'a pas fini, on vous le dit. Exactement, vous le faites déjà, mais on est, vous savez, c'est contractuel, hein, on est obligé à chaque épisode de le rappeler, à ne pas hésiter justement à mettre, que ce soit un petit commentaire, à repartager un épisode qui vous a plu, à en parler à la machine à café, à mettre une petite note dans votre plateforme de podcast préférée. C'est tout bête, ça prend 3 secondes, mais ça change beaucoup de choses pour nous, et puis ça fait super plaisir. Ça nous permet aussi, quand il y a des remarques même négatives d'amélioration, voilà, tout simplement d'essayer à chaque épisode de nous améliorer. Pour ce nouvel épisode, on va essayer de prendre en compte certaines remarques, et place à notre invité, parce que oui, nous sommes en présentiel, mais nous sommes bien 3 en présentiel, incroyable. Notre invité va pouvoir se présenter, cher invité. Présentez-vous. Eh bien, bonjour, je suis Benjamin, Ben ou Benji pour les intimes. Comment me présenter? Je suis un ami tout simplement de Steph et Antoine. Et déjà, bon anniversaire à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Benji, tu es un peu le parrain de notre émission. Bien sûr, le premier parrain de notre émission qui rend visite dans l'émission, c'est un grand moment d'émotion. Non, on a eu Bastien aussi, arrête, il va faire la gueule déjà. Voilà. Denis également, qui est le parrain de notre émission, très clairement. Il y a quelques parrains. Très heureux d'être enfin avec vous. Oui, tout à fait. On va aborder plein de sujets. Évidemment, vous avez vu en cliquant sur l'épisode qu'on va reparler de jeux vidéo. Hein. Une fois n'est pas coutume, mais quand même, ça fait quand même c'est la troisième fois, puisque après Journey et GoldenEye. Oui, notre épisode GoldenEye était un peu aussi cinéma. Mais c'est notre premier épisode, deuxième épisode full jeu vidéo. On va revenir à un jeu vidéo avec du sable. Oui, c'est vrai. Exactement. On avait fait Journée, le sympathique et indépendant de Journée, et maintenant, on va revenir dans le sable, mais ça va un peu plus défourailler. C'est la poésie et d'un autre style. Ouais. Poésie il y a, mais plus macabre. Poésie qui bourre. Voilà, la poésie qui bourre. Qui bourre sous les balles. Et voilà, on va préciser juste que, Benjamin, si tu es là, c'est que tu es aussi notre plus fidèle auditeur, un des plus fidèles auditeurs. Tu es toujours le premier à nous faire un retour dans les 2 jours qui suivent la publication de chaque épisode, et que tu es un peu une éminence grise derrière nous, car on a beaucoup de discussions animées que ça soit au cours de nos parties sur différents jeux, ou tout simplement dans la vie. Donc il fallait qu'un jour tu passes la porte de l'Entourloupe pour que tu viennes nous voir et qu'on discute un petit peu. Ouais, déjà merci de m'occuper pendant que je travaille. Je me sens moins seul. Un grand plaisir. Alors on va parler d'ailleurs, ça va nous amener tout de suite aux recommandations. On ne va pas parler que de jeux vidéo, mais c'est vrai que t'es un peu aussi notre docteur S jeux vidéo. C'est ça. Il y a gros passif gamer, quoi. C'est ça, maître conférencier en jeux vidéo. Voilà, grand spécialiste quand ça tire surtout. Voilà. On va pas se mentir. Ouais, t'aimes bien quand ça bourre. Hein, J'aime quand il y a des flingues. Voilà, pas bourré, parce que vous savez, bourré peut avoir plein de significations. Celle que vous souhaitez,
on ne veut pas imposer de définition, mais là où bourré chez Stéphane aurait plus tendance à entendre vrombir des moteurs, toi, ça serait plutôt la sulfateuse, quoi. C'est ça, voilà. Et les rechargements. Et Ouais, voilà, ouais. parce que c'est- Le gun porn, comme on parle. le gun porn. Mais c'est quelqu'un de très gentil, on vous l'assure. Il n'y a pas du tout. Il est contre le port d'armes. Voilà, c'est. Sauf dans les jeux multijoueurs, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Mais avant toute chose, parce que oui, nous allons parler de jeux vidéo, mais comme d'habitude, hein, on ne change pas la tradition, vous le savez, un épisode d'Entourloupe se décompose toujours de la même manière. Avant le thème principal et avant notre magnifique et désormais attendu bac Ridley Scott, il y a les recommandations. Et Benji, je crois savoir que pour les recommandations ce mois-ci, tu n'as pas prévu de parler de jeux vidéo. Non. Alors de quoi tu vas nous parler ce Eh bien, mois-ci? je crois que je vais inaugurer la première recommandation musicale. Ah Attention. Bon, parce qu'il y a eu de temps en temps, ça nous évite au moins de parler un peu de John Barry ou toi de Benjamin Biolay, Antoine. Mais voilà, au moins on va faire. Benji, la parole est à toi. Eh bien oui, je suis un grand fan de musique et surtout de métal. Grand style très, varié et riche. Et je vais parler d'un groupe qui m'a marqué il y a quelques mois et qui est assez accessible à même ceux qui sont pas forcément connaisseurs ou qui n'aiment pas les choses trop énervées. Ouais. J'écoute avec intérêt du coup. Un groupe qui a percé il y a quelques mois. Ils ont sorti un single qui a énormément eu d'écoute sur Spotify. C'est passé à 11 millions d'un seul coup. D'accord. Je ne sais pas comment c'est arrivé, le bouche à oreille ou quoi, mais Ouais. voilà, c'est très surprenant pour un groupe comme ça. Alors ça s'appelle Sleep Token. Ça nous vient du Royaume-Uni. Sleep le sommeil, hein, pas le. Voilà. Hein, on te voit Antoine. Voilà. Ça aurait eu assez d'allure, j'avoue, un slip en pochette Ouais. de CD, mais Bigard l'avait déjà fait. On sait que tu aimes beaucoup les noms de groupes de métal. On te régale avec ça récemment. Quoi. C'est une passion, ouais. Et surtout à distinguer le vrai du faux, quoi. C'est les faux titres de groupes de métal sont, enfin, les faux noms de groupes de métal sont Entre ça et les styles. très savoureux, Voilà, exactement. Donc rien à voir avec Grindcore Malade, je te rassure. Ah oui, parce qu'il faut apprendre quand même dire à nos chers auditeurs que récemment j'ai appris donc l'existence d'un genre musical qui est un dérivé du métal, on pourrait dire. Oui, ou- complètement. Une branche du métal. une branche du métal qui s'appelle donc le grindcore et que j'ai osé le jeu de mots, le calembour grindcore malade, mais voilà, alors je sais pas. Vous l'avez validé, messieurs. Est-ce qu'il vous a plu? Il nous a plu, surtout que nous, pendant nos 20 années depuis nos 20 années de métal, on n'y a jamais pensé. Et il faut des fois une oreille extérieure pour un regard extérieur pour en fait dire s'élever au-dessus du truc, quoi. Il faut prendre du recul. Et merci Antoine pour ça. Mais Sleep alors, Token, Sleep Token, ce n'est pas du grindcore. Non, pas du tout. On est plus dans un métal rock progressif D'accord. avec des influences R&B, hip-hop, Oula. jazz. Il y a un peu de tout. Dis donc. Voilà. Déjà, pour dire un petit peu l'historique du groupe qui a été formé en 2016, ils ont sorti 2 EP en 2016-2017 qui s'appellent juste One et Two, Ok. simplement. Et donc, une des particularités de ce groupe, c'est qu'ils sont complètement anonymes. D'accord. Ok. Pour ceux qui connaissent un peu comme Slipknot, Ghost, Ghost, Lordi, ils ont des masques et donc on ne connaît pas du tout leur identité, donc on sait juste qu'ils viennent du Royaume-Uni. Très bien. Le chanteur a le pseudonyme de Vessel, donc un vaisseau, Là encore, oui, en anglais, oui, très bien. voilà. Slip et vaisselle, pourquoi pas. Ils sont 4, donc il y a le chanteur, nous avons un guitariste, un bassiste et un batteur. Ouais. Et ils sont simplement nommés 2, 3 et 4 pour Vessel, 2, Vessel. Ah oui, d'accord. Bon, voilà. Du minimalisme, quoi. Voilà, ils ont un espèce de délire en fait où ils vénèrent une divinité qu'ils appellent Sleep et qui sont là pour apporter le message de cette divinité en fait. D'accord. Voilà. Ils ont sorti donc 3 albums, le premier en 2019, le deuxième en 2021 Ok. et le troisième cette année. Ok, ça bourre. Hein. Voilà. C'est un album tous les 2 ans, ça rigole pas, quoi. Voilà, sûrement mon album de l'année déjà. Celui de cette année, ouais, t'as... Oui, voilà. Je l'ai déjà fait tourner. Qui s'appelle numéro 3, alors non, parce que ça c'était Non, les EP. Non, le premier album s'appelle Sundowning, le deuxième This Place Will Become Your Tomb, et donc le troisième album Take Me Back to Eden, sorti plutôt cette année, je ne sais plus, au mois de mars. Ok. Si je dis pas de bêtises. Et tu avais l'air de dire que en gros, ils ont sorti avec donc cet album un single et que ça a vraiment explosé Ouais, cette année, c'est ça? C'est ça, ils ont sorti un single qui s'appelle The Summoning, Ouais, ok. et ça a vraiment explosé à partir de là. Et ça les a même propulsés
dans la scène métal. Ils ont fait récemment la première partie de Slipknot. D'accord. Sleep Token, Slipknot, voilà. Mais et surtout aussi, Brizik, ils ont une DA, ils ont un décorum particulier. C'est ça. Ils sont, Donc, du coup, comme j'ai dit, ils sont, pour garder l'anonymat, ils sont masqués. Ouais. Le chanteur porte un masque un peu travaillé, blanc, avec le logo du groupe en rouge dessus. Et les autres portent des cagoules, simplement. Même ils se mettent un peu de peinture sur le corps en live des choristes qui les accompagnent. Un peu de décor, je pense qu'avec un peu plus de moyens, il y aura peut-être moyen de faire. Je pense qu'ils vont. Ouais, tu bien penses que décorer ça va, leur scène, ouais, quoi. c'est ça va s'étoffer un peu avec la popularité du groupe, le fait qu'ils aient peut-être plus de budget pense, ouais. pour la scène et tout ça, quoi. Voilà. Des grosses scènes en hors première partie encore Oui, ils ils ont annoncé une tournée chez eux. Ils vont jouer dans une salle très connue de Londres. D'accord. Je crois que c'est la O2 Arena maintenant. Ah oui, Avant, O2 Arena. Ouais, ça avait un autre nom avant. Mhm. Peut-être Donington. Non, c'est une salle en tout cas très grande et elle a été complète le jour même qu'ils ont annoncé la date. Waouh. Et est-ce qu'il y a gros gain de popularité d'un coup, quoi. T'aurais des groupes peut-être ou des artistes dont le style se rapprocherait de Sleep Token, peut-être pour qu'on sache, Très compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Après, ça fait partie. Il y a une vague en ce moment de groupes qui reviennent pas mal au début des années 2000 avec le néo-metal. D'accord. C'est un peu pas mal de groupes qui sont des héritiers de Linkin Park. Ouais. Alors, moi qui suis un complet néophyte, on est d'accord que c'est un peu ce mélange entre rap un peu et métal, quoi, ou pas forcément rap, pas nécessairement, mais d'un style très simple dans les riffs, les compositions, très propre, très radio, très voilà. Propre, assez mélodique, très produit. Ok. Voilà. C'était un style assez décrié par les puristes, à l'époque. D'accord. On pense d'ailleurs, j'embrasse nos amis de la zone 52 qui l'ont mentionné, ce groupe qui ne savait pas trop encore comment se situer par rapport à lui, voilà, là, par rapport à ce groupe. Mais oui, j'ai pu écouter un peu, j'avoue que pour ma part, j'adhère moins, peut-être que ça viendra un jour, mais je reconnais en tout cas l'espèce de fascination que ça peut exercer, parce que c'est vraiment assez foisonnant, c'est brillant, quoi, c'est riche, quoi. Mais pour l'instant, en tout cas pour moi, pour l'instant, ça n'a pas vraiment pris, mais je comprends tout à fait que... De ce qu'on sait, le chanteur est le principal compositeur. Il fait tout, il joue du piano sur scène, et il composerait donc toutes les parties guitare, tout ça, quoi. Okay. Et que lui et le batteur qui sont crédités en tant que membre en studio. Ah d'accord, ok. Voilà, je pense que c'est lui qui écrit toutes les paroles aussi, parce que les thèmes sont toujours les mêmes à peu près. Et déjà, il a une voix, oui, effectivement, qu'on n'a pas trop l'habitude dans le métal, une très belle voix. Je sais pas comment la décrire plus que ça, parce que c'est la sensibilité de tout ça. Ouais. Mais quand tu parlais des passages R&B, il y a vraiment ça complètement, quoi. Il y a ce côté très chaud dans la voix, ces petits, tremblements dans la petit vibrato un peu, quoi. Très mollo. Voilà. Des petits trémolos. Voilà, des petits trémolos. Je suis musicien, je perds mes mots. Non, en gros, tu recommanderais pas puriste, effectivement, ouais. Voilà. Ça peut être une bonne porte d'entrée pour des passages très jazzy, des passages justement, très pop, très radio. Ok. Mais aussi des compositions qui peuvent dépasser les 7-8 minutes. Ah oui, ok. Voilà. Et quand ça s'énerve bien. D'accord. C'est pas mal. Dans le métal moderne, ce qu'on appelle le gent, les gros sons, guitare accordée très grave, passage saccadé, et puis même un peu de chant. Gent 27. Un peu de chant guttural. Pardon. Même pour les fins connaisseurs, un peu de black atmosphérique et sur certains passages, quoi. D'accord. Mais de toute façon, c'est comme tous ces styles qui ont été assez niches il y a longtemps, et même en dehors de la musique, tout commence maintenant, les frontières commencent à se briser, à se démocratiser, et le métal n'est plus... il n'y a que dans certains JT qu'on va dire que c'est un truc de... Et c'est justement un des discours du chanteur que leur musique est faite pour tout le monde et qu'ils ne s'imposent pas de barrières, ils font vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Ça fait grincer les dents de certains puristes aussi. Ça fait sens et ça rejoint d'ailleurs le constat de la zone 52. Mais on en parle à chaque émission qui avait fait une émission débrief du Hellfest. Oui. Et justement pour dire à quel point selon eux ça avait évolué en fait, et la popularité immense qu'avait atteint le festival, et que eux justement avaient du mal à se positionner là-dessus, parce qu'en tant que peut-être puriste, je ne sais pas, mais fan de métal depuis longtemps, justement, peut-être qu'ils prenaient maintenant plus de plaisir
à aller dans des festivals un peu plus petits pour découvrir des groupes un peu plus niches, etc. Alors que là, c'est vraiment la grande fête mondiale presque du métal, mais des choses très accessibles aussi. Il disait également avoir accepté ça. Ah oui, non, c'est Bertrand, bien sûr, on l'embrasse. Ouais, tout à fait. Qui disait que bon, maintenant, voilà, et il y a les gros trucs, et je vais voir après les petites scènes où il y a des trucs un peu plus... voir d'autres choses, niche, exactement, ouais. Merci beaucoup pour cette recommandation. Sleep Token. Ok, Stéphane. Merci beaucoup. Moi, je vais vous parler rapidement d'une BD. Je vous la montre actuellement, L'avantage du présentiel, incroyable. On peut vous la décrire. Très bel objet. Hein. Très bel objet, absolument. Assez costaud. Costaud, parce que c'est un intégral reprenant 4 tomes, si vous voulez, je la fais passer, hein, comme chez Ardisson. Magnifique. On vous la montre à la caméra, hein, bien sûr. Truc le moins radiophonique du monde. C'est une BD qui m'intrigue depuis plusieurs années, que j'ai enfin lu, qui s'appelle Les Sentinelles. Donc peut-être que certains connaissent, qui a été publié, donc il y a 4 tomes au tout qui ont été publiés entre 2009 et 2014. Et c'est par l'auteur et le scénariste n'est d'autre que Xavier Dorisson, qui est un auteur que j'aime beaucoup, et je sais aussi que Benjamin, tu l'aimes beaucoup, parce que c'est lui qui a fait le 3e Testament. Ah, oui. BD qu'on adorait beaucoup. Il faut une adaptation des 3e Testament un jour en série ou en film, parce que c'est une intrigue mystique et religieuse en plein Moyen-Âge extraordinaire. Vraiment, c'était très bien, ouais. Super. Je lis pas énormément de BD, mais ouais, ça m'a marqué. Ouais. C'est vraiment marquant. Je la relis une fois tous les 3 ans, c'est formidable. Et bref, il a fait plein d'autres de BD. Et c'est dessiné par un dessinateur plus vieux argentin, Enrique Breccia. Et ça se voit dans le style, c'est un style beaucoup plus à l'ancienne, et c'est ce que j'ai recherché Dorisson, parce que, enfin, j'y viens, il s'agit d'une intrigue qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, d'une uchronie précisément, où en gros, il va y avoir, durant ce conflit, des soldats génétiquement modifiés, dont certains qui ont été le héros principal, le lieutenant Taillefer, c'est son pseudonyme, qui a perdu tous ses membres suite à une explosion, et qui se voit greffer des membres robotiques. Voilà, enfin, c'est un cyborg avant l'heure, quoi. Mais sauf que c'est un cyborg à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il faut huiler les jointures comme un vieux truc, etc. Et il y a toute une équipe petit à petit qui vont être aussi avoir développé. Il y en a un qui s'est volé, qui a des ailes métalliques dans le dos. Il y en a un qui est juste très fort, qui s'appelle Djibouti. Bref, et justement il y a ce style un petit peu à l'ancienne par le dessin de Breccia, dessinateur que je connaissais pas du tout. Et c'est vraiment intéressant, en tout cas, de voir un truc comme ça d'un auteur français qui s'empare d'une page tragique de notre histoire et en faire un truc complètement débridé de SF pur, quoi, et c'est plaisant, et je vous le recommande à lire. C'est assez foisonnant, c'est un peu gore, mais c'est voilà. Et donc c'est 4 tomes. 4 tomes. Alors j'ai l'impression que l'histoire n'est pas finie à la fin, mais ça, à vrai dire, chaque tome est une aventure un peu différente à chaque fois. Et c'est d'autant plus intéressant car Canal+ est en train, ou c'est fini, je ne sais pas où ça en est, l'adapter en série. Ah d'accord. Je ne sais pas exactement quand ça sortira, mais en tout cas c'est vraiment un moule parfait pour faire une série. Tu sais pas si c'est série animée ou live ? Non, c'est en live. En live. Okay. Je connais des gens qui ont travaillé dessus. On les embrasse. Voilà, on espère vraiment que ça ira, que ce sera bien, parce qu'on sait très bien que dès qu'on s'attaque un peu au cinéma de genre en France, on a commencé à paniquer, à ne pas s'hydrater, et j'espère vraiment que ça va réussir. Je pense par exemple à la révolution qu'il y avait sur Netflix, qui sur le papier est extraordinaire, et résultat, enfin moi je trouvais ça vraiment décevant, complet. On va pas s'étendre dessus, mais voilà, vu que c'est un peu la même démarche, à savoir de prendre une page historique bien connue de la France et d'en faire un truc complètement SF ou fantastique. Voilà, j'espère que ça va steampunk là pour le coup. Complètement, on est dans le steampunk pur avec les sentinelles. Tu fais bien de le préciser, Benjamin. Voilà, donc je recommande les Sentinelles par Dorisson et Breccia. J'ai envie de rajouter un petit truc pour relier notre thématique jeux vidéo, qu'il y a pas mal de jeux vidéo en ce moment qui sortent. Première Guerre mondiale couplé avec de l'horreur. Ah ouais. Ouais, il y a une espèce Amnesia, exact. Il y a le dernier Amnesia, The Bunker, où on joue un soldat français enfermé dans un bunker avec une créature. Ok. Voilà, et il y a aussi d'autres jeux, je ne sais plus les titres, mais j'en ai vu passer plusieurs qui jouent sur ce mélange un peu des genres. Mélange, ouais. Et je trouve ça très, très intéressant, quoi. Ça va vraiment bien ensemble. Je repense à un jeu, je crois pas terrible, sur PS2 qu'il y avait, où la Première Guerre mondiale durait 60 ans et elle durait jusqu'aux années 60. Je crois que ça s'appelait Iron Storm. Ouais. Un FPS pas ouf. D'un coup, j'ai un flash de jeu. Voilà. J'avais joué à la démo
C'était sympa, pas mais c'était fou. pas fou. Mais l'idée était intéressante en tout cas. Il y Et la a... Première Guerre se serait éternisée pendant encore 60 ans. D'accord. Tu vois, et Ok. voilà. Il y a aussi un passage dans le jeu, l'adaptation The Darkness sur Xbox 360, je crois Ouais, bien. le jeu Oui, The Xbox- Darkness, ouais. Ouais. Il y a un passage, je me rappelle, je ne sais plus comment ça se passe, mais on se retrouve dans les tranchées D'accord. pendant la Première Ok. Guerre mondiale avec des soldats complètement, je sais pas, zombifiés ou en Ah oui, face. d'accord. Je sais pas si c'est une espèce de séquence de cauchemar, je ne sais plus, mais c'était, ça m'avait marqué déjà à l'époque. C'est peu exploité la Première Guerre mondiale dans les jeux vidéo, quoi. Il y a eu Battlefield a sorti un opus dédié, mais bon, je crois pas que c'était Battlefield 1, non Battlefield 1. Très bonne ambiance, mais c'est vrai qu'on est loin de l'ambiance tranchée. Oui. Mm. Bah, c'est ce qui avait été un peu reproché, quoi. C'est que c'était Ouais. comment faire du Battlefield avec les tranchées et la particularité de martiale, on va dire, de la Première Guerre mondiale, c'est pas possible, Je quoi. pense à un jeu vidéo Première Guerre mondiale, oui, c'est vrai que ça peut s'être axé sur la survie et l'horreur, C'est ça. alors que la Seconde Guerre Voilà. mondiale a été largement exploitée. Les seuls autres jeux que je connais, c'est des FPS multijoueurs par des petits studios. Il y a Verdun, Ouais, simplement. tout à fait. Et je pense à un Il y jeu en a un peu... avec les Italiens, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Moi, je pense c'est au pareil, jeu- je FPS crois que multijoueur. Vous en avez parlé la dernière fois, le jeu d'Ubisoft Absolument. Testimonial, un petit Ah, Le Mémoire de la Grande Guerre, Mémoire de soldats inconnus. Soldat inconnu, mémoire de la Grande Guerre. Voilà, c'est ça. exactement. Chouette jeu, très Ouais, bon jeu. très, très, très C'est très touchant, très plutôt ludique, bien écrit, qui a un côté vraiment musée, quoi, vraiment pour expliquer Ouais, la Première Guerre c'est aux ça. enfants, quoi. Mais là, on est sur du puzzle game en 2D. Voilà, c'est pas du tout le côté très. Non, c'est pas un jeu Sombre de guerre de- ou c'est vraiment un jeu à vocation presque Voilà, qui éducative. raconte ouais, des histoires. pédagogique, ouais. On a une médecin belge, un soldat américain qui se combat à côté des Français Et un vieux paysan français qui a dû prendre les armes. et qui a été prisonnier par les Allemands, qui Ouais. s'échappe. Mm. Et un soldat allemand aussi qui était marié à une Française et qui essaie de revenir vers sa femme. Et un chien. Et un chien. Voilà, bon, c'était pour moi en tout cas pour les sentinelles. Et habile transition presque vers ton sujet à toi, Antoine. Oui, alors c'est moins sérieux. Hein. Tout de suite, on, on change de contexte. Mais on parle, en effet, tu mentionnais Ben du jeu vidéo. Et oui, j'ai découvert un jeu dont vous m'avez beaucoup parlé, les amis, puisqu'il s'agit de Vampire Survivors. Donc, un jeu indépendant sorti il y a 2 ans maintenant, sorti en tout premier lieu sur Steam, mais qui est disponible maintenant sur quasiment toutes les plateformes, je crois. Il vient de sortir sur Switch, il est disponible même sur iPhone, je crois, gratuitement. Et Vampire Survivors, c'est un jeu, Survivors est un peu dans le titre, nous indique le truc, puisque c'est un jeu en 2D, vu du dessus, où on va devoir survivre à des vagues de créatures diverses et variées, allant de la chauve-souris au Pixel art le plus pur, quoi. Ah oui, alors voilà, la direction artistique du jeu est très minimaliste, on pourrait dire, puisque Oui, voilà, complètement. on est sur un jeu qui a la gueule d'un jeu qui a 40 ans, je pense à peu près, qui pourrait tourner sur n'importe quel outil avec un circuit imprimé aujourd'hui sur cette planète. Je pense qu'un Après, on frigo fait tourner Doom largement, sur des calculatrices. Ouais. Non, mais complètement. Et c'est ce qui fait aussi sa force, c'est que le jeu est extrêmement simple visuellement et même dans le gameplay, puisque voilà, vous n'avez littéralement besoin que d'un joystick et d'un bouton parfois, parce qu'on va vous demander De valider des menus. de valider des menus, exactement. Et l'idée va être de tenir une demi-heure face à des assauts de vilains personnages, n'est-ce pas, qui veulent atteindre votre Il y a vie. surtout un aspect complètement roguelite. Oui, et bah... Sachant que ça fait déjà peut-être le 3e roguelite dont tu parles. Donc je pense qu'en fait, je pense que tes recos... Qu'est-ce qu'un roguelite du coup, Stéphane? Parce que ça a l'air très facile Alors, pour toi de décrire ce que c'est. On vous renvoie à nos épisodes précédents, notre épisode précédent d'ailleurs, où Antoine est parti sur une conférence sur le roguelite. En effet, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode le précédent sur Olivier Marchal où je parlais de Sifu. C'est où ça. On reparle du Et dans je ne sais plus quel épisode tu parlais de Curse of the Dead Gods. Ouais. Et j'avais également, je t'ai mentionné rapidement Vampire Survivors à ce moment-là, quoi. Et oui, en effet, roguelite parce que on va, avant d'arriver justement à réussir à tenir pendant 30 minutes à ces assauts-là, on va échouer bon nombre de fois. Et en échouant, on gagne de l'argent pendant ces parties-là et ça va nous permettre d'acheter des bonus qui vont nous rendre un peu plus forts, etc. etc. Et c'est super bien ce jeu. Vraiment, c'est... Déjà, j'étais hyper surpris en démarrant le jeu.
où vraiment je me dis bon alors j'ai pas les touches, comment ça fonctionne, je commence à appuyer sur les différents boutons, mais attends mais il se passe rien. Et là je comprends qu'en fait j'ai juste besoin de mon joystick et de me déplacer, que les attaques se portent toutes seules en fait. Je fais mais ok mais c'est du génie pur ce truc quoi. C'est vraiment, tu n'as rien à faire entre guillemets, c'est d'une simplicité, d'une épure totale, mais ça rend du coup le jeu tellement accessible, tellement addictif. Enfin, c'est vraiment, là je débute entre guillemets, je sais que vous messieurs vous êtes bien plus avancés que moi dans le jeu. On débloque après plein d'autres personnages avec plein d'autres armes, on peut créer des combos d'armes en fonction de ce qu'on va trouver sur la carte. C'est un jeu qui est assez fou là-dessus, c'est qu'il est très simple dans sa, comme tu le dis, il est vraiment, c'est du génie pur d'avoir trouvé ça, c'est hypnotisant d'y jouer. Hypnotisant, voilà. Hypnotisant, c'est le terme. Et en même temps, en fait, il y a plein de petites fouilles, de petits secrets à aller dénicher, d'objets à trouver, de succès à faire, plein de cartes différentes, à avoir pour débloquer des personnages, etc. À tel point que, c'est vraiment plaisant. On a ces vieilles conversations qu'on a avec des vieux jeux vidéo. Ah bon, mais toi, t'as débloqué le truc comme ça, etc. Et le jeu est vraiment très très chouette là-dessus, quoi. Un petit élément de contexte peut-être ou ouais, vas-y Ben, excuse-moi. J'allais dire non que j'ai découvert le jeu par des streamers sur Twitch qui jouaient. Sans me pencher dessus, juste en fond, je laissais tourner en me disant ok, ça va être le prochain jeu que tout le monde fait tourner. Qu'est-ce qui se passe ? On comprend pas trop quoi. Il est arrivé dans le Game Pass. Oui. Et donc j'ai dit je vais lancer du coup et bah oui. C'est le jeu de la petite der quoi. C'est t'en relances toujours une derrière parce que tu as envie de voir ce que tu vas débloquer. Et de durer plus longtemps. Tu sais quand tu commences la partie, tu sais pas quand tu termines. Franchement, c'est typiquement le jeu que tu lances une partie Histoire 2. Ah bah c'est Histoire. Mais Histoire 2. Mais monsieur, ça a toujours été Histoire 2, putain. Non mais c'est vraiment Histoire 2. C'est tu dis je m'en fais une petite Histoire 2 quoi. Et non et ça peut durer. La petite, elle peut faire d'autres petites justement. Et... Les musiques sont géniales. Alors voilà. Ça, il faut en parler. C'est qu'en effet, il y a le gameplay évidemment, mais également tout ce qui est sound design et musique, ce qui fait que l'univers global du jeu. Même si en termes de DA, c'est très inspiré par Castlevania et Castlevania à l'italienne, parce que tu n'as pas précisé que c'est un jeu italien. Mais justement, en effet, il faut parler du contexte, ce qui rend encore le jeu peut-être encore plus sympathique, peut-être pour les gens qui y jouent. C'est le contexte de fabrication, et comment il est apparu. Tu parlais des streamers et de la popularité du jeu qui est arrivée via les streamers. Parce que tout simplement le jeu a été développé par une personne qu'on va mentionner qui s'appelle Luca Galante. On l'embrasse, lourde idole et parrain de notre émission, il est le bienvenu quand il veut. Et notre cher Luca était au chômage et je pense que c'était pendant le Covid puisque c'était pendant l'année 2020. Et le monsieur s'est dit tiens, si je développais un jeu quoi. Il a sorti son jeu en 2021 sur Steam en catimini complet, c'est-à-dire que les premiers mois, il y avait littéralement 4 personnes qui jouaient au jeu quoi, en simultané sur Steam. Et d'un coup, j'imagine via le bouche à oreille, etc., le jeu a par YouTube ou Twitch. Les streamers ont rendu le jeu complètement populaire. Et là, c'est parti complètement en sucette, quoi. Vraiment, le jeu est ultra populaire. Vous le trouvez maintenant sur toutes les plateformes. Et c'est dingue. Il a été nommé au Game Awards et tout ça, le gars. C'est la success story. Exactement. N'en revenez pas. Il a engagé des gens et tout ça. Et c'est assez joli de voir l'humilité du gars qui se dit oui, j'aurais pu continuer à regarder les chiffres et à voir les chiffres complètement étourdissants du jeu. Et non, il a continué à développer le jeu, à agrémenter le jeu de nouvelles choses. Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être en parler, parce que je crois qu'il y a des DLC maintenant qui sont disponibles et pour peu cher. 2 DLC. Le jeu a été mis à jour aussi gratuitement. Exactement, très généreux quoi. Tu sens que le gars c'est. Et un mode coop également. Il y a un mode coop qui vient d'arriver en local. Exactement, c'est très rigolo. On a essayé avec Stéphane. Et on n'en a pas parlé parce que moi et Steph on l'a joué sur le Game Pass donc on ne l'a pas payé, mais le jeu est très peu cher. Prix dérisoire, en effet. Donc en effet, il est disponible sur le Game Pass, mais sinon il vient de sortir sur Switch. On a regardé tout à l'heure à 4,49€, quelque chose comme ça. Je pense que sur Steam vous l'avez encore moins cher. Également sur mobile. Sur iPhone, exactement. Sur iPhone, moi je ne l'ai même pas payé. C'est-à-dire qu'il est gratuit et il se finance via de la publicité de temps en temps sur le jeu, quoi. Non, franchement, si ce dont on vous parle vous tente un minimum, il faut le tenter. Histoire 2, quoi. C'est vraiment... c'est tout... c'est indolore, le prix, quoi. Ça peut être un super jeu pour vous. Et au pire, vous aurez payé 2€. Et si la première partie vous convainc pas, la deuxième, je pense que c'est bon, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais ouais, c'est vrai. Parce que tu vas débloquer des trucs. Et puis, au début, ça peut être un peu frustrant, justement. Tu te dis, putain, je me fais défoncer très rapidement. Ça va très vite, justement, à se sentir un peu plus à l'aise avec le jeu. C'est tellement simple d'accès, quoi,
que en plus maintenant il est traduit. Enfin, franchement, il y a plus aucun frein, je pense, ça y est, à l'essor complet de Vampire Vous n'avez Survivors. aucune excuse pour ne pas essayer. Exactement, ça s'essaye complètement. On embrasse encore une fois Bastien, qui est déjà venu 2 fois chez nous, Tout à qui fait. est un ami à nous, et qui ponce le jeu plus que nous. Ça, Bastien, c'est vrai, ouais. il détruit. il se plaint de ne pas pouvoir... Enfin, il se plaint. Il constate qu'il ne peut pas se lancer dans des grands jeux parce que faute de temps, etc. Voilà. Et ce jeu est parfait. Et ces jeux-là, c'est génial c'est à pour ce ça. jour la personne que je connais qui l'a plus poncé, qui connaît mieux les secrets, etc. dedans, quoi. Bah, bravo Bastien et bravo cher Luca Galante. En tout cas, voilà, c'est très recommandable. On a une transition toute faite puisque il s'agit d'un jeu vidéo et de jeux vidéo. Nous allons continuer à parler puisque ce mois-ci, nous allons aborder le jeu Spec Ops The Line. Il y a moyen qu'on dérape un peu sur des thématiques un peu plus grandes ensuite. C'est possible, tout à fait. Et c'est tout de suite après ce petit jingle. Gentlemen, welcome to Dubai. Spec Ops The Line, c'est le jeu du mois dont nous allons vous parler avec notre invité Benjamin. Mais avant toute chose, surprise dans l'azimut, attention. Avant de partir sur Spec Ops The Line, nous allons soumettre notre Il est notre stressé invité, d'un coup, là. notre invité qui se sert, qui se tente d'un seul coup face à cette mention, à un petit questionnaire dans l'azimut. Questionnaire vidéoludique, afin de connaître un petit peu mieux notre invité, de savoir un peu, quel joueur il est, comment il a appris à aimer ce magnifique art qu'est le jeu vidéo. Ce qu'on avait fait avec Max. Avec Max, qu'on qui était embrasse, c'est venu, un parrain de notre émission. Qu'on également, embrasse pour notre épisode sur le journée, ce qui permet de... ça pose des bases, quoi. Et Ça puis pose des bases. On sait qui... Et moi, je sais que j'adore écouter ce genre de questionnaire parce que tu y réponds toi-même dans ta tête, en fait. Et il a peut-être pas envie. Feu à volonté, on va se partager un petit peu les questions, mais je commence. Mon cher Ben, Oui, es-tu prêt ? allez, C'est parti. en avant. Si tu étais, mon cher Ben, une console de jeu, laquelle serais-tu ? Je pense que la Xbox 360, c'est dur à dire, hein, Xbox 360, c'est celle que j'ai le plus poncé, je pense. C'est vrai. J'ai découvert le plus de jeux. Il connaît bien son pote, Ouais, il parce que connaît bien. Stéphane avait pré-shot, bravo. La 360, Ouais, bien sûr, qui a quand ouais. même été une console... Avec le live, Bien sûr. premier jeu multijoueur, parce que j'ai jamais eu Le début vraiment de la fin. Le début de la fin. Ouais, là, c'est fini. toi. À J'ai partir jamais de ce vraiment eu moment-là, de PC gamer où j'ai pu jouer. Ouais. Je faisais comme tout le monde les cybercafés à l'époque pour aller faire quelques parties de Counter entre là. 2 heures de cours. Bravo. Mais ouais, je pense que là, c'est là où j'ai découvert La 3.6. ma série préférée, Mass Effect. D'accord, les Mass Effect, ouais. Gears aussi, j'imagine. Les ou- Gears, ouais. les Halo. Xbox a frappé très fort, quoi. La première génération d'Xbox, c'était un peu plus délicat pour Microsoft, quoi. Et là, avec le recul, j'ai plus les chiffres exacts en tête et tout, mais ça a été un peu plus compliqué pour Sony sur cette génération-là, Ouais. quoi. La PS3 était beaucoup plus chère. Plus cher, plus compliqué de développer les jeux pour les éditeurs tiers dessus. Enfin, c'était un peu. Mais plus- j'ai l'impression, moi, pour avoir pas mal changé de constructeur à chaque fois, il y en a qui sont team, tout ça, je trouve ça Ouais. complètement con. Moi, il y a que des bonnes consoles ou enfin, surtout des bons et des mauvais des bons jeux, ouais, surtout. Ouais. Et en fait, tu te dis que j'ai l'impression que entre Sony et Microsoft, ils sont partagés à chaque génération. Bah, tiens, c'est toi qui vas faire une console cool. Et la génération d'après, tiens, c'est toi, parce que la PS4 était, j'ai l'impression, un peu Oui. mieux de Bah, succès il y a que eu la com de la Xbox a La com été de la Xbox One était catastrophique. catastrophique avec. Et voilà. Et je suis désolé, maintenant, on est sur Série X. Et... Ah, voilà. Bon, allez, on va pas partir là-dessus. Prochaine question. Prochaine question. Benjamin, si tu étais un personnage de jeu vidéo, ou un personnage auquel tu aspires, qui t'inspire, dans lequel tu te retrouves, où tu aimerais te retrouver. Ouais, mais j'ai jamais été celui qui vénère un personnage comme ça. Oui, il y en a qui marquent par leur charisme. On pense à Solid Snake, les Metal Gear, Ouais. Metal Gear 3, grand moment. Bon, c'était pas Solid Snake dans Metal Gear 3, mais bon, vous comprenez le délire, quoi. Ouais. Bon, les persos de Gears of War, Ouais. Non, mais ça peut. le bon Marcus Phoenix, les bons bourrins de base. Mais t'en as pas un particulièrement qui t'a marqué, quoi. Non, pas spécialement, je pense pas comme ça. Les personnages, c'est souvent des coquilles vides pour lesquels on se met à la place un peu. C'est pas des mecs non plus très
très développés, quoi, pour que le joueur puisse se mettre à leur place. Je pense au Master Chief dans Halo. Ouais. C'est pas le mec qui parle le plus, quoi. Non, c'est sûr. Bungie, même quand il a l'opportunité de jouer une coquille vide, à savoir les personnages des From Software, il va te créer à la place Samuel Le Bihan. T'as fait qui d'autre Jean Castex. Jean Castex, le sauveur de Lordran. Et Chebest récemment dans Elden Ring. Ouais, après, je peux penser à le Major Shepard Bah, j'y pensais, dans les Mass Effect, mais avec les choix, chacun fait son propre Shepard. Déjà, on peut choisir son sexe, parce qu'il y a un perso de base qui est créé, un physique de base qu'on peut prendre, ou alors tout simplement créer son personnage. Ouais. Tu serais plutôt de cet acabit-là, quoi. Plutôt créer ton perso et faire autre chose. Okay. On peut être le Jésus de la galaxie et sauver tout le monde, rassembler tous les peuples, ou alors être le pire connard. Ça marche. Si tu étais, cher Benji, une manette... la manette de la Xbox Series X. Parce que la dernière en date. Les manettes Xbox depuis la 360, j'arrive décidément, je lutte, sont très bien et ils se sont constamment améliorés. Je suis assez d'accord. Je trouve que les manettes Xbox Quand je suis repassé après la 360 sur la PS4, j'ai eu un peu de mal avec les joysticks de la PS4, même si la manette de PS4 est bien mieux que celle de PS3. Ouais, carrément, c'est vrai. Qui avait des gâchettes complètement horribles. Mais ouais, Xbox, Microsoft en tout cas, s'est amélioré, donc la dernière en date est très bien. Hein. C'est vrai. Elle est très chouette. La meilleure c'était celle de 64 alors. Oh là là, attention. Il y en a qui disent la GameCube, vraiment je ne comprends pas non plus. Mais... Max avait dit GameCube. Exactement, on le salue. GameCube, bah oui, elle est culte pour beaucoup. Avec la manette de Switch, hein, c'est une copie de celle de Xbox. Hein. Oui. Elle est très chouette la manette de Switch, oui, la Pro édition. À part qu'ils ont nommé, ils ont mis les mêmes noms de boutons que la Xbox et ils les ont mis à des endroits différents. Oui, Nintendo. Mais c'est Nintendo. Non, j'en ai rien à foutre. Vous faites ce que vous voulez, mais donnez d'autres noms. Mais allez vous faire cuire le cul Nintendo pour ça. Non, mais ça va pas, non. Non, mais comment il parle et de Big N en plus, quoi. J'ai rien. Petits artisans d'Osaka. J'ai rien contre eux, les petits artisans indépendants d'Osaka. Ils font ça dans leur garage. Un peu de respect. J'ai rien contre eux. Mais là, ce coup-là, moi, ça passe pas. Bah, je serais défenseur de la manette de Switch Pro. Je l'aime beaucoup. Benjamin, quel est le jeu multi ultime? Bah, si de suite, celui que je pense évidemment, celui que j'ai le plus foncé, c'est les Call of Duty. Ah, des jeux de réflexion, hein, c'est Call of Duty, on est d'accord. Réflexion. Puzzle game. Même si c'est, on va dire, c'est un peu comme lâcher un Rottweiler dans un poulailler. C'est tu meurs, tu réapparais, tu meurs, tu réapparais, tu meurs, tu réapparais. C'est pas du tout frustrant. Non. Toi, tu jouais en deathmatch, quoi. Ouais, à la base, ouais. Tu jouais avec des potes un peu ou... Au début tout seul parce qu'aucun de mes potes ne jouait. Puis même des fois, alors cette bonne époque, on allait sur un forum et on cherchait des potes pour jouer. À un moment, j'ai eu un groupe de potes où on s'est jamais rencontrés. Ça va une personne que j'ai rencontrée dans la vraie vie. D'accord. Parce qu'il habitait près de chez ma mère, tout simplement. Ok. Mais on se retrouvait tout le temps pour jouer. C'était sympa. Cher Ben, quel est ton développeur de cœur, si tu avais un développeur particulièrement de cœur à isoler, on peut dire. Là récemment, je pourrais juste parler de From Software, parce que je pense que c'est eux les boss qui respectent un peu le joueur en ce moment, quoi. Ouais. Et qui reculent, qui ne font aucune concession pour ce qu'ils veulent faire, quoi. C'est ça. Il y a un jeu particulièrement dans les From depuis Dark Souls ou même depuis Demon Souls ou même avant peut-être. Je les ai pas tous faits. D'accord. J'aimerais bien un peu tous les essayer, mais évidemment avec une seule plateforme, vu qu'il y a des exclusivités, c'est compliqué. Il va falloir prendre une PlayStation 5. Ouais. Quand ils se décideront par contre à patcher Bloodborne, ça on l'attend. Agréable à l'œil. On l'attend le patch de Bloodborne, ça c'est parce que le 30 FPS. C'est très compliqué. Je sais que sur les jeux solo, le 30 FPS, ça peut ne pas forcément déranger, mais sur les From Software, c'est quand même assez sympa. Le Dark Souls Remastered, il est quand même plus agréable que le Dark Souls Vanilla. C'est clair. Mais donc, dans ceux que t'as fait celui qui m'a le plus marqué, je pense, c'est Dark Souls 3. Ouais, ok. Il a, je sais pas, quelque chose dans l'ADA, la classe, le gameplay qui est juste aux petits oignons. Ouais, c'est le plus abouti, d'accord. C'est le menu Maxi Best. Elden Ring, incroyable, on va pas se mentir, mais il y a des petites réserves sur la formule open world, des petites répétitions. Donc ouais, plutôt Dark Souls 3. Dark Souls 3, je suis allé au bout.
Bravo. C'était cool. Et oui, moi j'évite de parler de From Software parce que sinon on repart de. Sinon là c'est un épisode pendant complet, 45 minutes. Quoi, mais Il y aura un épisode, je pense, en tourloupe. très dur à trouver un angle qui n'a pas déjà été fait et C'est refait. clair. Mais je sais qu'un ou deux de nos auditeurs nous soutiennent dans cette démarche. Oui. On le fera un jour, mais on adore. Enfin, en tout cas, voilà, From Software, les idoles absolues. Absolument. Voilà. Et voilà, je les cite eux aussi parce que la plupart des studios qu'on adore de l'époque, ils tournent complètement au vinaigre, quoi. Tu penses à? Je pense à BioWare. BioWare, c'est Mass Effect. Et c'est quoi leur prochain? Ils sont pas sur un gros truc? Sur une suite de Mass Effect, sur un nouveau Dragon Age aussi, mais alors ça s'éternise et ça commence à sentir le roussi aussi. Non, c'est pas terrible. Très bien. Benji, si tu étais un jeu de sport, Un jeu de sport? un jeu de sport qui t'a marqué. Ah, les PES. Ah, le gars sûr, bravo. Alors lequel? Je sais plus. Tu sais Franchement, plus? je crois du 3 Ouais. que j'ai commencé vraiment 6. à les acheter un peu tout le temps. Ouais. 4, 5, 6 peut-être. Ouais, après, ouais. je me rappelle plus, ça devient flou. Après, je sais que Après c'est FIFA 08 quoi. Truc, et là j'ai lâché les jeux de foot. Ah ouais? J'achetais pas FIFA jusqu'à peut-être, je crois que j'ai acheté FIFA 16. Je crois quand Ouais, je me ok. suis remis un peu à suivre le foot plus sérieusement et ça m'a redonné envie de jouer. Le Paris Saint-Germain notamment, toi tu es bien supporter, je crois, c'est ça Ben Non, grand supporter de l'OM. ici, Évidemment, évidemment. évidemment, l'Olympique de Marseille, bien sûr, bien sûr. Ouais, Donc, ouais, plutôt PES, Plutôt PES, ouais, c'était la bonne époque. Quoi. Bien sûr. Faire son équipe, sa petite saison avec, je sais pas si tu te rappelles, la Ligue des Masters, la Ligue des Masters, Bien et tu sûr. prenais l'équipe toute faite là avec les Bien joueurs sûr. inventés. complètement. Alors Et après, j'ai plus les noms en tête, mais tu me les remettrais sous le pif là, ça. Ah mais oui, bien sûr. Ah, on prend 20 ans dans la tronche là. Oui. Et ça a pris cher. PES, c'est pas les jeux où ils avaient pas les droits pour les. Bien sûr Donc, que si. tous les noms Ouais, de c'est ça. bien tous les sûr. noms de joueurs étaient déformés. Pas et- tous, mais Euh, tous ceux qui n'avaient pas la licence en fait. Konami ne pouvait pas se payer toutes les licences de clubs, etc. Donc il y avait quelques clubs, encore heureux quoi, mais Ouais, où même les clubs, noms étaient là, mais Vous voyez Highbury, ouais, place bien de sûr. Arsenal. Ouais. Donc t'avais plein de clubs, etc., qui étaient pas là quoi. Et oui, en effet, t'avais des Robertinho pour Ronaldinho. Enfin, il y avait plein de noms quoi. Mais c'était magnifique. Le gameplay était tellement fou quoi. Benji, si tu étais une BO de jeux vidéo. Oula, il y en a pas mal Ouais. sympathiques. Bon, on va revenir sur FromSoft, les BO des Dark Souls, Incroyable. idoles tout simplement. Sinon, je pense à Witcher 3, incroyable BO. Extraordinaire. Ouais, même Cyberpunk, pour rester chez Ouais. CD Projekt Red. Elles t'ont plu les musiques Ouais. de Cyberpunk? Les musiques de Mass Effect sont incroyables aussi. C'est marrant parce qu'on lui a dit une BO. Ouais, ouais. Il a rien à foutre, il t'en Et en même temps, moi, je te vu cite les tout, recos quoi. du début et connaissant tes goûts musicaux, il y en a une qui n'a pas été citée et ça me surprend. Ah oui, Doom. Oui, bien sûr. Doom Eternal Mick et Gordon. Mick Gordon, l'idole. Ouais. Non, mais attends, je ne veux pas te forcer la main. hein, mais ça m'a surpris de pas l'avoir entendu. Ouais, je pense tellement de choses en même temps parce que je c'est sûr, pense il y en a aussi à plein de marquantes. des traits marquantes sur des jeux beaucoup plus calmes comme Ouais. les Ori. Oui, c'est Excellent vrai. BO. Cet homme a une âme sensible. Regardez-la, elle se montre enfin. Quoi. C'est- Et aussi celle de Death Door, Ah ouais. petit jeu très sympa, Ça a l'air très Zelda-like, chouette, ouais. où on joue un petit corbeau. Et récemment Tunic. Tunic, la BO aussi, ouais, t'as plu? Ouais, incroyable. Voilà. Bah, ça, justement, intéressant que tu mentionnes Tunic et Death's Door parce que la prochaine question demande c'est si tu étais un jeu indépendant. Un jeu indépendant. Un jeu indépendant, je pense sur 360 que je l'avais fait. Dust, an Elysian Tale. Un jeu en 2D tout en dessin. Un espèce de beat them all. Ok. Beat them up, je ne sais pas comment dire. Les deux termes. Les deux voilà. fonctionnent. Avec des combats à l'épée assez stylés. C'était fait par à peine 2 ou 3 personnes aussi. Je crois qu'il y avait un couple qui faisait tous les dessins et c'était une très bonne expérience. Je me rappelle un des premiers peut-être jeux indépendants parce que l'Xbox que j'ai fait, la Xbox 360 avait sur son marché pas mal de jeux à 1€. Ouais. Et aussi des jeux indés qui étaient pas Et mal. Xbox Live Arcade. Qui ont mis en avant pas mal de jeux. Ouais, Xbox Live Arcade. Pas mal de Complètement. jeux indépendants en avant. Une époque très sympa. Avec beaucoup de découvertes comme Limbo ou Braid. Braid, ouais, tout à Incroyable fait. Braid. Braid que Max avait mentionné aussi, je crois qu'il aime beaucoup Braid. Et enfin, cher Ben, ce jeu sans qui tu ne serais pas la personne ou le joueur que tu es aujourd'hui, s'il ne devait en rester qu'un. Est-ce qu'il y a un jeu Ce jeu qui t'a fait. qui t'a façonné exactement? Je l'ai déjà cité, je vais citer Mass Effect. Ouais.
La trilogie. La trilogie. La trilogie. Ok. Dans son ensemble, parce que de toute façon c'est une histoire qui se suit, c'est un des... De toute façon, pour gros mieux atouts de vivre ce Mass jeu, quoi. Effect, il faut faire la trilogie avec une seule sauvegarde, c'est la vraie expérience. Quoi. Voilà. C'est la- Ah oui, c'est vrai que tu peux garder la sauvegarde. Incroyable ça. C'est tout l'intérêt et c'est vraiment extraordinaire. Quoi. Avant ce jeu, j'étais dans une boucle à jouer seulement au multi de Call of, à me tuer la tête là-dessus. Ouais. Et dès que j'achetais un autre jeu, je le lançais 2 heures et puis je lâchais, parce que je retournais sur mon Call of et Mass Effect, là, ça m'a vraiment accroché. J'étais désespéré à l'époque. Ça m'a vraiment accroché et ça m'a lancé dans d'autres expériences que j'avais ratées, que j'ai rattrapées par la suite. Et voilà, j'ai fait beaucoup plus de jeux solo ensuite. Ok. Eh bien, merci, cher Benjamin, pour ces réponses. Voilà, maintenant vous connaissez un peu mieux notre invité. Exactement. Et on espère que ces questions vous font vous-même vous questionner sur quel type de joueur ou joueuse vous êtes. On s'attaque au gros morceau quand même. Eh ben oui, Spec Ops The Line. Et je me tourne tout de suite vers Benjamin, puisque quand on a commencé à discuter d'une thématique, Spec Ops est arrivé assez rapidement. Donc moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est, avant de se demander pourquoi, et d'explorer un peu les détails, les qualités, les particularités de ce jeu, c'est un peu le contexte un peu dans lequel tu l'as découvert et quand est-ce que c'est apparu, etc. Et si c'est récent, si c'était à l'époque de sa sortie. Oui, c'est vrai que c'est très vite ressorti parce que c'est un jeu qui nous a marqué avec Steph et qui est assez sous-estimé, entre guillemets, on va dire. Ouais. Parce que depuis, il y a quand même pas mal si vous cherchez quelques essais vidéo sur YouTube, vous en trouverez quelques-uns qui en parlent. Et moi, même en travaillant pour le podcast, j'ai écouté un autre podcast très bien qui en parle, Plouf et Pseudo. Ok. Alors, c'est 2 youtubeurs, il y a Monsieur Plouf et Pseudoless, qui se sont alliés pour faire un podcast jeux vidéo. D'accord. J'écoute pas mal de leurs épisodes, c'est très, très intéressant, donc ils m'ont beaucoup aidé, donc on les embrasse. Oui, tout à fait. On relaiera, leurs travaux, carrément. Et donc c'est un jeu qui est sorti en 2012, développé par Jaeger Development, un studio allemand, qui avait pas tellement d'expérience. Ils ont sorti 1 ou 2 jeux avant. Leur premier jeu s'appelle Jaeger. D'accord. Un jeu de simulation de vaisseau, tout simplement. Très bien. Et ils commençaient à développer donc un jeu de tir à la 3e personne dans un univers science-fiction. Ils étaient donc édités chez 2K Games, qui avait la licence Spec Ops, qui ont dit ça serait peut-être bien de faire un jeu licence Spec Ops, histoire de... Spec Ops qui sont des jeux militaires très tactiques, très... un peu plus tactique, un peu plus simulation que le reste du truc. Très niche quand même. Ouais, voilà. Mais c'était un nom un peu connu quand même des gamers à l'époque. Et donc, ils leur ont laissé carte blanche sur l'histoire, mais du coup, ils sont déviés sur un jeu militaire moderne. Et c'est sorti donc en 2012. Et ça présente donc une histoire assez originale, puisqu'on contrôle donc une escouade de 3 soldats qui sont envoyés à Dubaï, donc après des tempêtes de sable qui ont complètement ravagé la ville. Enseveli la ville. Enseveli la ville sous le sable, tout simplement. Oui, le titre complet dont on en parle, c'est Spec Ops The Line. À la base, le jeu devait s'appeler juste The Line, et ils ont rajouté le Spec Ops dessus. Et donc, on envoie une équipe de 3 soldats parce que pour rechercher, donc, avoir des nouvelles du 33e régiment de soldats américains qui ont été envoyés sur place pour aider la population et qui ne donnent plus de nouvelles depuis quelques semaines ou mois. Je ne sais plus exactement. Et donc, on envoie le capitaine Walker, le personnage que l'on incarne, accompagné de 2 autres soldats. On a Lugo, le petit rigolo, un petit peu le bleu de l'équipe, quoi. Et Adams, le bourrin expérimenté. Et leur mission est simple, c'est juste rétablir le contact avec le 33e régiment et partir. Mais les choses vont assez vite déraper. En effet. En rencontrant les premiers locaux qui sont en train de massacrer des soldats du 33e et qui sont agressifs envers l'escouade tout simplement. Mais on va vite s'apercevoir que les choses ne sont pas si blanches, noires, si... Ouais. Très rapidement. Ouais, c'est pas si manichéen, quoi. Voilà. Je reviens juste sur le contexte de sortie. 2012, donc on est sur la génération PlayStation 4. Non, PlayStation 3, pardon, c'est juste avant. Ouais, c'est juste avant ça. 2013, les Xbox One et PS4. Et à une époque où le FPS militaire moderne est en pleine vogue et en même temps un peu en
on À commence un tourner peu à en en rond, avoir quoi. marre. Ouais. Les C'est quoi? derniers, C'est le Call of Duty 2011, on Modern a Warfare Modern Warfare 3, Le 3, c'est ça, ouais. et Battlefield 3 qui sont sortis en 2011. Ouais, donc on arrive aux 3e itérations de jeux qui ont marqué leur génération. Mais... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dès que tu fais on dit FPS, mais en gros que ça soit la première ou troisième personne, enfin les shooters militaires comme ça, Des jeux d'action, de tir. c'est en effet, complètement phagocyté par justement Call of Duty et Battlefield qui sont des mastodontes, qui sont bien sûr, les ouais. jeux les plus vendus chaque année. Voilà. Et quand on voit un autre jeu d'une autre licence qui fait un peu la même chose, on se dit ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y jouer? Et en plus, la promo a malheureusement été faite sur ce simple fait que c'était un shooter militaire et pas vraiment sur l'histoire. En fait, le vrai point positif de ce jeu. Avec l'ambiance, à savoir justement d'un cadre de Dubaï complètement justement enseveli sous le sable, ce qui permet des choses, on va y venir, complètement folles en termes de level design, voilà, des choses qui sont des fois absolument pas cohérentes mais qui marchent complètement quoi, grâce Tu penses à notamment le fait de tirer dans les vides par exemple pour créer des sortes oui, mais d'éboulements même, de sable. je veux dire même le fait que si tu vois des montagnes de sable, etc., tu es dans Ouais. un bâtiment, tu descends et en fait tu vas te retrouver dans un autre bâtiment que tu pensais ne serait pas là, tu vois. Enfin, il joue un peu, il casse l'architecture, mais ça passe sans aucun problème. Oui, ça marche. Oui, très bien. le jeu est à la fois une descente aux enfers métaphoriquement, mais aussi une descente parce qu'on ne cesse de descendre dans le... C'est comme un peu si Dubaï était dans une immense crevasse, Voilà, et qu'on c'est descend de plus en plus. On continue à descendre. On a oublié juste de mentionner rapidement que c'est un hommage complet au cœur des ténèbres, le roman de Joseph Conrad, sorti publié en 1899, qui a été ensuite, bien sûr, évidemment, très connu pour son adaptation en tant qu'Apocalypse Now quoi, de Coppola. Donc, d'ailleurs, même l'officier qu'on est chargé de retrouver s'appelle Conrad, en clin d'œil appuyé. Typiquement un hommage à ça, à savoir que c'est une simple mission qui va petit à petit déraper et on va aller en enfer de plus en plus. Quoi. C'est ça. Ouais, pour passer rapidement sur l'histoire, donc le capitaine Walker donc, est à la recherche, du colonel Conrad, si je ne dis pas de bêtises, pour le grade, qu'il connaît. Ils ont combattu ensemble auparavant et Conrad a sauvé la vie de Walker, donc il le porte en estime. Tout à fait. Mais effectivement, après avoir échangé quelques tirs avec des locaux, il tombe sur des soldats du 33e qui leur tirent aussi dessus et se retrouvent forcés de tirer sur leurs compatriotes américains. Et donc déjà un gros choix. Ouais, rien que ça, entre guillemets, par rapport au mastodonte dont vous parliez tout à l'heure, Battlefield et Call of Duty, ça pose une ambiance directe. Quoi. Ça casse complètement. Rien que dès le menu, on a un drapeau américain qui flotte à l'envers, avec le fameux hymne américain interprété par Jimi Hendrix. Donc complètement distordu, etc. Donc direct, il y a une ambiance qui est posée. Et en fait, et comme le dit Benjamin, je te rends la parole, où en effet, on va se retrouver tout de suite à se battre. En plus, dans un espèce d'univers qui évoque facilement tous les conflits désertiques des États-Unis, la guerre d'Irak, la guerre du Golfe, mais contre des Américains majoritairement. Quoi. Voilà, et donc obligé de tirer sur leurs compatriotes, l'ambiance commence déjà à se dégrader au sein du groupe. Et on se rend compte que le 33e a fait des choses assez horribles, exécution de civils et autres. On se rend compte aussi que la CIA est impliquée à aider les civils contre le 33e, donc il y a quelque chose de louche qui se... Parce qu'en gros, il y a des batailles pour l'eau, notamment, qui est devenue la ressource la plus précieuse dans ce contexte-là. Oui, la CIA qui a armé les civils pour former une espèce de rébellion contre le 33e. Et après diverses péripéties, on se retrouve donc au gros tournant du jeu, celui qui a fait couler beaucoup d'encre. Après avoir vu donc que le 33e régiment a utilisé une arme qui s'appelle le phosphore blanc, une arme horrible, des bombes... chimiques qui rappellent le napalm. Qui rappellent le napalm complètement. Le napalm en pire encore. Pire. Ils sont horribles. Mais qui brûle, qui carbonise instantanément la population. Quoi. Qui caramélise, je dirais. C'est horrible. Ouais. Arrive un moment où donc on se retrouve à utiliser ce fameux phosphore blanc contre leur utilisateur. On vous prévient tout de suite qu'on va lâcher quelques petits spoils. Oui, on est obligé si on veut. On est obligé pour vous en parler un peu, mais ça ne vous empêche pas que... Non, ça n'empêche pas complètement. Oui, donc on se retrouve obligé d'utiliser ce fameux phosphore blanc, alors qu'on croit tirer sur des Américains. Arrivé à un moment, on se rend compte qu'on l'a utilisé aussi sur des civils. Et là, notre héros... vrille complètement alors que ses deux compatriotes sont en train de s'engueuler sur ce qui vient de se passer. Walker décide de complètement faire abstraction et de dire il faut continuer, il faut trouver Conrad, c'est de sa faute.
à lui. C'est ça, en fait, en apparence, il garde la tête froide, Ouais. mais en fait, c'est à partir de ce moment que ça commence à déraper complet dans En sa voyant tête. cette image, l'image la plus connue du jeu, si vous tapez Spec Ops The Line, vous la verrez forcément, donc de cette mère qui tient son enfant en lui cachant les yeux qui sont complètement carbonisés. Oui, un tableau horrifique, on dirait un tableau de Goya presque, quoi. Enfin, voilà. Voilà, et donc ensuite, il trouve une radio et il a une correspondance directe avec Conrad, et c'est là qu'il décide, il faut aller le chercher et l'éliminer. Et à partir de là, ça commence à se brouiller. Il y a des passages il y a la réalité qui commence elle-même à se brouiller, quoi. Ça joue un peu avec le quatrième mur parce qu'on a le début du jeu, c'est un début in medias res où on commence justement dans un hélico à tirer sur d'autres hélicos. Et quand on revient enfin à ce passage-là, il glisse la phrase, mais qu'est-ce qu'ils disent? On a déjà fait ça. On a déjà fait ça. Bon, il y a des trucs un peu qui s'amusent à jouer là-dessus, quoi. Il y a quelques théories après sur le scénario, comme quoi, en fait, cette première scène du jeu, donc, où on est dans un hélicoptère, une pure scène de rail shooter, où on a une grosse Gatling et on tire sur d'autres hélicoptères en volant à vive allure. À la fin, ça finit par un crash avant de revenir donc au début de l'histoire où Walker et son équipe arrivent à Dubaï. Donc oui, il y a cette scène, donc ils disent on a déjà fait ça. Et donc oui, il y a quelques théories, après ça, c'est l'interprétation, mais qui disent que Walker et son équipe seraient morts à ce moment-là, et que tout ce qui se passe après, ça serait un espèce de purgatoire en fait. Ouais, je pense que c'est vu que le jeu a déjà un peu un twist, un peu comme ça, la Fight Club, je pense que c'est un peu un terrain facile pour les gens de trouver des théories encore plus carabinées derrière, alors que je pense pas que ça soit si compliqué que ça, quoi. Pour ma part, mais voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a des trucs qui marchent parce que dès le début du jeu, en fait, on voit des publicités dans le décor de Dubaï où on voit la tête de Conrad. Et quand on la regarde 2 minutes après, c'est une publicité normale pour une agence de voyage, un parfum de luxe. C'est un jeu, tu penses, qui à la manière de je pense à plein d'autres récits, t'as parlé de Fight Club, mais de Shutter Island, ce genre de choses, qui subit bien un deuxième visionnage ou une rejouabilité, quoi, ou pas? Ouais, je pense qu'on peut se le refaire une fois pour voir les petits détails comme ça. C'est ça, t'as des détails un peu qui annoncent des trucs ou il y a quelques choix moraux qu'on peut faire dans le jeu qui au final, malheureusement, n'apportent rien au dénouement final. D'accord, ok. Ça te questionne seulement toi, en fait. Ouais, je repense à une scène où il y a 2 mecs pendus. Oui, je me souviens de cette. Ouais, bien sûr. Et on dit qu'il y en a un qui a volé de l'eau, donc le pire crime possible en ce moment à Dubaï, et l'autre, en allant le punir, il a tué toute la famille du gars en question. C'est ça, et on est sous des snipers qui nous visent, on dit faites un choix, tuez-en un des deux, quoi. Ouais. Et on peut faire le choix qu'on veut de toute façon. Et de ne pas les tuer aussi. On peut essayer de tuer les snipers, mais je crois qu'on se fait assez vite flinguer. Ouais, je crois. Il me semble avoir testé, mais ouais. Donc je sais plus si c'est exactement possible de pouvoir flinguer tous les snipers avant de mourir, mais si, je crois, il me semble avoir réussi. Ouais, je crois que c'est possible. Voilà. Mais oui, malheureusement, c'est une histoire qui est écrite pour avoir... C'est assez linéaire, ouais. C'est assez linéaire. De toute façon, on va peut-être être amené à en parler, mais c'est une histoire qui... Et là, vous l'aurez compris, puisque depuis tout à l'heure, on parle essentiellement, justement, d'histoire, de péripéties, de narration et de ce que ça peut sous-entendre, mais c'est très inspiré du cinéma et de la narration, quand même. Bien sûr, et aussi, ce que je pourrais dire simplement, c'est que c'est un TPS, on a peut-être oublié de le préciser tout simplement, ce n'est pas donc le jeu est à la 3e personne. J'en ai parlé, oui. Tu l'as dit, pardon. Et il est très classique. La campagne se fait en 7 ou 8 heures. Ouais. À l'instar un peu d'un Call of Duty, quoi. Et c'est vraiment c'est un cover shooter, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va beaucoup aller... C'est ça, les héritiers des Gears of War. C'est très inspiré de Gears of War, quand même. Enfin, qui était le maître étalon à l'époque, quoi, de ce genre de jeu. Le premier étant Kill Switch sur PS2, qui nous a grandement marqué. Incroyable. Mais oui, le gameplay, vraiment... il fait le job, c'est tout, quoi. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui, quoi. Encore en 2012, je peux pas le dire, c'est à vous de me dire, mais moi, pour avoir découvert le jeu très récemment, parce que je l'ai fait juste avant pour préparer cette émission, quoi. C'est on a déjà joué à ça maintes et maintes fois, et en effet, c'est très classique, quoi. C'est je me couvre, je flingue avec des vagues et des vagues et des vagues d'ennemis, quoi. De temps en temps, quelques interactions avec le décor, plutôt bienvenu et assez joliment fait. On en a parlé, tirer dans des vitres,
pour ensevelir un peu des ennemis, ce genre de choses. Voilà. Ça aurait peut-être été Ce que je me poussé, rappelle, mais, voilà, c'est ce que je me rappelle, c'est que c'était vendu là-dessus dans les articles à l'époque. C'est vrai, sur l'interaction un peu avec les décors et tout. Un peu comment dire, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez vous en servir dans les combats, mais en fait c'est très scripté, quoi. Ah ouais. Oui, et puis il y a que 2-3 passages au final. Tout à fait, tu le fais, ouais. Ça contribue plus à l'ambiance, quoi. Oui. Encore une fois, moi, je précise que la force de ce jeu, c'est au-delà de son histoire, de sa volonté de raconter une histoire non manichéenne, etc. C'est l'ambiance de se dire, on va être à Dubaï. Alors, ils ont changé un peu, c'est Dubaï, mais on va pas reconnaître spécifiquement des. C'est pas modélisé, c'est pas GTA où on va modéliser. Il y a une très très grande tour, une flèche, mais ce n'est le Burj Khalifa, tout simplement. Ouais, mais c'est pas là, il a pas la même gueule, quoi. Ah ouais, c'est vraiment. C'est d'inspiration, mais c'est pas photoréaliste, quoi. C'est pas une copie conforme de Dubaï. Ils se sont libérés complètement là-dessus. Et c'est vraiment, enfin, moi je trouve que se dire ça va être Dubaï enseveli sous le sable, enfin, je trouve que c'est une idée géniale. Enfin, pour le coup, je me dis, mais on n'a pas vu ça ailleurs. On a vu Paris sous le sable dans peut-être, quoi. Mais... Oui, c'est vrai, exact. Mais moi, voilà, c'est pour moi une des forces de ce jeu, quoi. C'est que tu as un truc inattendu que tu dis, bah, j'ai envie de voir ça, quoi. C'est sûr qu'il y a un contexte assez inédit, quoi. Il y a un contraste, du coup, qui est très fort entre les richesses de Dubaï et là la dévastation. C'est vrai, tout à fait. Les corps qu'on retrouve, il y a souvent des visages sur des pubs, sur les murs où on a fait des croix sur les yeux. Une imagerie très glauque, contraste vraiment avec les décors de richesse complètement abusés de Dubaï, quoi. Comme on l'a dit plus tôt, vu que c'est dans un contexte désertique, on s'imagine beaucoup les contextes de guerre du Golfe ou la guerre d'Irak, où on a en tête des décors de lieux beaucoup moins aisés, favorisés, largement moins. Et là, on est dans un truc justement... très huppé, des grands palaces, des centres commerciaux. Tout est en ruine, mais on passe là-dedans. Ouais. On passe notre temps dans des halls d'hôtels, des suites, pardon, etc. Ça joue complètement tout le temps avec le contrepoint des... On va entendre vraiment les phrases qu'on entend dans tous les films militaires, quoi. On entend vraiment chaque minute qui passe est un de nos frères renvoyé chez lui dans un sac en plastique. Ça va jouer tout le temps avec ces codes-là, etc., quoi. J'ai repéré dedans une allusion à mai 68. Oui, exact. On voit un tag à un moment en anglais qui est où il est écrit à l'inverse de sous les pavés la plage, il y a sous le sable les pavés, et je me suis dit mais c'est enfin voilà, dans un jeu de shoot a priori bourrin qui doit coexister entre les Call of et tout, tu vois ça au milieu, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr que c'est un jeu sans être un brûlot politique ou quoi que ce soit. C'est tellement inédit en fait dans la production. Alors je sais pas forcément un quadruple A ultra produit à la Call of, mais c'est vrai qu'il se pose là quand même comme grosse production. Il est quand même bien produit. C'est ça. Assez joli. Je crois que ça a été assez critiqué à l'époque. Ouais. Mais je trouve par contre les visages des personnages sont vraiment bien produits. Les lèvres bougent bien avec les dialogues. D'ailleurs, le très très bon travail sur le doublage. D'ailleurs, je trouve les doubleurs vraiment excellents dans leur rôle. Walker, d'ailleurs, il est doublé par... c'est Nolan North, c'est ça ? Je crois bien, ouais. C'est Nolan North, la voix emblématique de Nathan Drake, entre autres. Mais, d'accord. Voilà. De toute façon, dans le jeu vidéo, il y a deux voix, c'est Troy Baker et Nolan North. C'est tout. Voilà. Pour revenir sur l'ambiance aussi, oui, ce décor de Dubaï qui est juste inspiré, c'est... quelques moments peuvent un peu apporter ce truc sur les théories qui ne te plaisent pas trop, Stéphane, mais du fait qu'il serait mort et qu'on est dans une espèce de purgatoire, c'est qu'il y a des fois j'ai trouvé des espèces d'incohérences dans les décors, où il y a ce moment où je me rappelle, tu arrives face à un plan, tu es en hauteur sur le toit d'un building, mais la ville est complètement recouverte sur le sable, mais c'est complètement irréel, la hauteur du sable. Ouais. Imagine le sable à hauteur de building, quoi. Et t'as ce trou... 300 mètres de sable. Ouais, c'est ça. Et tu descends, et tu te retrouves quand même sur des toits de building où le sable est toujours là, et tu dis bon, ça correspond pas spécialement à ce que j'ai vu avant, quoi, mais ça va très bien avec ce truc de descente aux enfers. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a quand même toute une dimension assez irréelle dans le jeu. Moi, un autre truc qui m'a frappé, on en a parlé, et j'allais pas le prendre comme une incohérence parce que ça fait partie du genre même du jeu, du shooter, quoi. Mais c'est par rapport au sérieux de l'histoire qu'on essaie de nous développer, etc. Un truc qui m'a halluciné, qui m'a fait presque rire un peu jaune, quoi, c'est le nombre d'ennemis qu'on va dézinguer, quoi. Ça devient, à un moment donné, c'est presque ridicule. On est 3, on massacre des centaines
de personnes qui sont soi-disant d'un régiment. La fameuse dissonance narrative. Tu vois, ludonarrative. Ludonarrative, exactement. C'est sûr que, exactement, à un moment donné, ils se sont confrontés à un problème, un vrai dilemme. C'est qu'il faut raconter une histoire qui, certes, il faut la rendre crédible et sérieuse. Et d'un autre côté, il y a un jeu quand même à faire. Voilà. C'est-à-dire que si tu fais un jeu trop réaliste, tu butes 2 mecs, tu te prends une balle, le jeu il est terminé, et voilà, et c'est compliqué. Mais là, c'est presque l'extrême inverse, quoi. L'éternel exemple souvent cité dans notre podcast, c'est Uncharted, qui est une espèce d'aventure assez légère, légère, vous avez compris, mais oui, c'est Indiana Jones. où il y a du second degré, des blagues, exactement. etc. Un perso sympathique, mais c'est un criminel de guerre, quoi. C'est littéralement un boucher, quoi, parce qu'on bute des dizaines et des dizaines de personnes. Mais parce que là, il y a une vraie problématique pour les développeurs, c'est de se dire, dans Indiana Jones film de Spielberg, il peut tuer quelqu'un, et encore non, il va généralement, je pense qu'il y a des meurtres d'Indiana Jones, mais il va les assommer, ou il va y avoir un accident sur les doigts d'une main. Exactement, le meurtre de sang-froid, comme on le voit dans Uncharted, ne se voit que très peu. Mais parce que au moins, à la grande différence du cinéma, là il y a un jeu, quoi. Ils doivent fournir une expérience manette en main, quoi. Et on pourrait pas juste se contenter de courir, d'esquiver ou ce genre de truc. Au bout d'un moment, ça serait trop peut-être répétitif et tout. Donc, les développeurs d'Uncharted, eux, ont privilégié le shooter, quoi. Et c'est sûr que par moment, tu arrives à des dissonances, à des petits soucis, quoi. Oui, pour rebondir là-dessus, justement, il y a ce fait que c'est carrément un discours très anti-guerre. Et en même temps, ça te fait sentir cool, parce qu'il y a des petits ralentis des fois quand tu mets des headshots. Exactement. T'es même favorisé, je crois, parce que tu as un système, alors c'est pas d'expérience. Non, il n'y a pas ça. Non, quand tu réussis, parce que des fois, quand les ennemis sont assommés par terre, tu peux les achever. Oui. Et en fait, si tu les achèves comme de cette manière, tu as un peu plus de munitions sur eux, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Voilà. Mais je me souviens aussi des succès où t'es récompensé par des. En effet, ça n'a aucune incidence sur le jeu, mais t'es récompensé pour avoir mis des headshots et ce genre de choses, quoi, tu vois. Mais en effet, oui, t'as des petits ralentis. C'est ça. C'était très à la mode. Ça stylise à l'époque. Ça stylise un petit peu le meurtre que tu fais en même temps. Ça joue là-dessus, en fait, parce que ça va te questionner, toi. Où, oui, en effet, tu joues à un jeu, tu fais une campagne, tu vas tuer plein de gens. Bien sûr. Mais il y a un petit truc du oui, mais c'est pas chouette ce qu'on fait, quoi. C'est clair. Et le jeu, et ce qui est pas mal là-dessus, tu veux peut-être en parler, Ben, c'est qu'en plus le jeu avance, plus les animations sont violentes, plus les dialogues. C'est un jeu qui est très chouette là-dessus, c'est que pendant les fusillades, les dialogues sont contextuels, ils vont bien préciser ce qui se passait, etc. Avant même déjà des Last of Us. C'est ça, et ça commence très pro, très militaire. Attention, il y en a un à droite, je recharge, couvre-moi, tout le jargon, truc, et puis à la fin, c'est... tue ce fils de pute. Ouais, c'est vrai que ils sont de plus en plus énervés. Et aussi, détail très, très chouette, c'est que les héros sont de plus en plus blessés, et leurs vêtements déchirés. Ça, c'est clair. Le visage cramé. Le visage brûlé, ça reste tout le jeu. Ils prennent cher. Les gens qu'on achève au sol, les animations sont de plus en plus énervés. Au lieu d'abattre méthodiquement, à la fin, ils met des coups de fracassent à coups de crosse. C'est énervé, c'est clair. Mais ça marche bien tout au long de ces 8 heures de jeu, où vraiment cette descente en enfer non-stop, quoi. Vraiment, il y a ce passage où on va tuer le mec de la radio. On s'enfuit en hélicoptère. Et alors qu'on pourrait juste fuir la scène, Walker dit à celui... Là, on est en save justement quand on reprend l'hélicoptère et on prend la machine gun, quoi. Ouais. Alors qu'on pourrait juste se barrer, Walker ordonne au pilote de dire non, on reste, on fait le tour et on les bute tous, quoi. Et tu dis que le mec a complètement vrillé. Ouais. Là, ça, en effet, c'est dans ces moments-là que tu te dis... Il est juste en mode punition, on n'est plus là pour juste sauver des gens, en fait. Et ça, c'est assez fou, c'est vrai, au regard des jeux dont tu parlais tout à l'heure, qui étaient les maîtres étalons du genre. Enfin, a priori, dis-moi, parce que tu connais bien mieux la série que moi, mais jamais dans un Call of Duty, on te demandera comme ça, alors que tu incarnes une figure héroïque, quoi. C'est rare quand même d'avoir des scènes quand même assez énervées comme ça, où le mec va se permettre des crimes presque d'impunité. Alors, il y a quelques scènes qui étaient là marquantes pour choquer, et on s'appelle Modern Warfare 2, la scène de l'attentat, où on participe à l'attentat. On peut complètement ne pas tirer d'ailleurs sur les gens. Et tu te souviens du tollé que ça avait fait, cette scène-là, d'ailleurs. On précise qu'on incarne quelqu'un infiltré chez les terroristes, qui est amené à commettre des choses horribles, et c'est ça qui a été voilà. Mais tu le fais pas tout le long d'un jeu, et c'est pas le héros principal du truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire, là, qui vrille littéralement, idéologiquement, et même dans ses actions et tout. Il y a même aussi une scène, il y avait Black Ops 2 qui avait tenté pas mal de choses où on incarnait un peu plusieurs personnages, et même on incarne le méchant du jeu à un moment, et
comprend ses motivations parce que sa sœur se fait tuer par les héros du jeu en fait. D'accord. Et il y a une scène, une mission où on le joue complètement énervé, c'est complètement n'importe quoi d'ailleurs. C'est comme si le mec il était sous une drogue et qu'il le rendait plus rapide et tout. On a un fusil à pompe et on massacre tous les mecs. Ah, tu sais, C'était, la colère, le berserker. Quoi. C'est ça, complètement. Mais ouais, il y a quelques scènes, ils ont tenté quelques trucs, mais oui, c'est pas aussi Aussi radical, que Spec Ops The Line. Spec Ops. En principe, bien sûr que Spec Ops, c'est pas le premier jeu anti-guerre. Non, bien sûr. Voilà, mais c'est vrai que ça se démarquait quand même pas mal. À cette époque-là, ouais, c'est aussi pour ça que vous avez... les Metal vous avez Gear ont marqué, fait pas mal de choses là-dessus. La musique, il y a des choix musicaux Ouais. très sympas. J'avais parlé de Jimi Hendrix tout à l'heure, mais il y a des morceaux intradiégétiques quoi, qui sont diffusés par les haut-parleurs et tout. Il y a du Black Angels, il y a des ambiances à la avec Mogwai. Voilà, il y a ce c'est côté dans- justement très Vietnam avec le mec de la radio qui diffuse des musiques C'est vrai qu'on rock pendant le. T'as parlé de la guerre du Golfe, évidemment, mais on n'a même pas mentionné la guerre du Vietnam. Enfin, à part en parlant de l'adaptation, évidemment, la précédente adaptation d'Apocalypse Now, quoi. Mais c'est clair que le Vietnam est aussi présent. En effet, la radio, ça Complètement. rappelle Voilà. carrément ça. Oui, il y a cette scène en parlant de la musique où il diffuse. C'est quelle musique classique déjà tu l'avais noté? C'est le Dies Irae de Dies Irae. Verdi. Voilà, pendant qu'on se fait flinguer par un hélicoptère, on doit juste courir et le mec chante en même temps la mélodie pour se foutre de notre gueule complètement. Attends, Dies Irae et du sable, mais George Miller a joué à Spec Ops The Line, il a tout piqué. Il a Mais tout qu'est-ce que piqué. c'est que cette arnaque, Ah quoi? non, mais c'est un fraude ce gars, on l'a toujours dit. hein. Ah oui, ici, surtout à Entourloupe, ouais, non, pas du tout. Hein. Ouais, pour conclure après le jeu, donc il y a un twist final quand on arrive face au fameux Conrad. Conrad, tout à fait. Ouais. Pas sûr on va le raconter parce qu'on peut vous laisser la pas- surprise si vous voulez pas- faire. Ouais, exactement. Pas vraiment, mais ça va. On, va, le voit venir même. on peut le voir venir. En effet, il peut y avoir une petite pirouette scénaristique. Quoi. on va tomber dans la psychologie la plus pure et dans l'onirisme complet, quoi. Ça va être Oui, voilà. à la fin, c'est les réalités complètement brouillées à la fin, quoi. Exactement. Voilà. Et donc, ça peut vous faire ressentir des choses. Ça dépend de votre implication. C'est ça que je veux revenir. C'est l'implication du joueur par rapport au personnage principal. C'est est-ce que vous êtes Martin Walker ou est-ce que vous jouez l'histoire de Martin Walker? Parce que Ouais. il y en a qui s'impliquent beaucoup plus dans ce genre de jeu et qui croient que à chaque fois que le développeur vous demande d'appuyer sur un bouton, c'est vous qui jouez l'histoire. Alors que pour moi, c'est juste l'histoire de ce personnage-là qu'on voit complètement vriller. Et que tu es simplement stimulé tout au long de l'histoire par les fusillades. C'est quoi. ça. Voilà. Tu ne l'incarnes pas spécialement, mais on raconte l'histoire de son point de vue. Quoi. Voilà. Je ne sais pas quel est qu'est-ce que voulaient vraiment les développeurs dans ce genre de jeu. Ouais. C'est toi qui penses ça, hein, t'es Ouais, un voilà. monstre, mais c'est pas grave. Non, mais je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y en a qui disent que justement ça marche pas pour moi. Elle dit je me sens pas proche de ce personnage parce que j'aurais pas fait ce choix-là. Et qui regrettent qu'on puisse pas faire de choix pendant la scène du phosphore, justement la scène marquante du jeu. Ouais. Il y a ce truc que oui, je pense que le développeur veut vraiment t'impliquer. Je sais pas si tu as remarqué le détail. Cette scène, donc, Walker se met sur un écran pour diriger donc, le mortier qui envoie du phosphore. Et on voit le reflet de Walker dans l'écran En effet, ouais. pour te dire, voilà, c'est vraiment toi qui es en train de faire quelque chose. Et donc, est-ce que le développeur veut vraiment te dire, c'est toi qui es en train de faire ça? Il y en a qui disent, ça marche pas, parce que pour moi, bon, déjà, le jeu triche un petit peu. Petit détail juste avant, justement, c'est que dans les crédits du début, qui indiquent les différents C'est vrai. départements, tout ça, J'y pense. il y a un moment genre, et also starring ton pseudo de joueur, quoi. Ah, c'est vrai. Voilà. Donc bon, on peut s'imaginer tout ce qu'on veut ensuite là-dessus. Mais oui, quoi. il y en a qui. Le jeu triche un petit peu. Le tir va forcément sur les civils à la fin, Ouais. ou que tu tires dans le jeu. Quoi. D'accord. Et donc, il y en a qui regrettent qu'il n'y ait pas ce choix vraiment, et que du coup, ça empêche l'implication. Mais en fait, s'il n'y a pas cette scène, pour moi, il n'y a pas de jeu derrière, quoi. C'est ce truc, des jeux narratifs, justement, où on regrette qu'il n'y ait pas de choix, mais en fait, ça descend complètement l'histoire s'il n'y a pas ce genre de choix fort. C'est une histoire qui est racontée. Il faut accepter que c'est une histoire qui t'est racontée et que c'est pas un truc C'est que ça. tu vas choisir. C'est pas Skyrim, c'est pas Mass Effect où tu vas faire des choix qui vont forger ton aventure. Et pourtant, on vous en dit pas plus. Bon, après, l'issue du jeu est la même, mais il y a 4 fins différentes. Oui, bien sûr. Voilà. Il y Mais a- qui se décide seulement à la fin. qui se décide seulement à la fin. À quel point, moi, je me demande des fois si je préfère pas un jeu où tu as des choix tout le temps, à la Witcher ou les jeux narratifs à la Quantique, mais ou un jeu où, non, un Last of Us, point A, point B, j'écoute l'histoire, enfin, je joue à l'histoire qui m'est donnée, quoi. Bah, c'est un peu là la question qu'on peut se poser derrière, mais en effet,
Moi, j'ai un ressenti un petit peu différent du vôtre. Je pense que c'est ce qu'on se disait en préparant cette émission sur le jeu, sans dire que le jeu ne m'a pas plu. C'est pas le cas. J'ai passé un bon moment et en effet, l'histoire qui m'a été racontée m'a plu. Mais en effet, la limitation entre guillemets du gameplay et le fait d'être face à vraiment un gameplay très basique, etc., m'a un peu freiné dans le sens où je me suis vraiment littéralement posé la question de me dire mais attends, est-ce que Spec Ops The Line n'aurait pas pu être autre chose qu'un jeu vidéo, ou du moins est-ce que ses vraies qualités ne sont pas dans des qualités presque beaucoup plus inspirées du cinéma que du jeu vidéo, quoi. Débat qu'on avait un petit peu eu déjà avec Max en parlant de Journey, quoi. Donc je sais pas quel est votre point de vue, vous les gars, là-dessus, mais c'est vrai que moi, au sortir du jeu, je me dis ok, j'ai passé un bon moment, l'histoire en effet, et puis ce qu'on vient de se dire aussi, c'est-à-dire rétrospectivement, dans le contexte de l'époque, je trouve que c'est un jeu vraiment intéressant pour l'industrie et tout ça à ce moment-là. Mais est-ce que, tout simplement, ce jeu-là, j'aurais pas pu le voir, comme on dit maintenant grâce à YouTube et Twitch, je vais me faire le jeu sur YouTube, quoi, c'est-à-dire sans la manette dans les mains, quoi. Et ça pose quand même quelques petites questions sur les limites par moment de certains jeux. Où tu dis, ok, il y a vraiment des super efforts faits sur plein de trucs, mais au final, est-ce que c'est un bon jeu? Tu vois. Ouais, je vois totalement. Il y a ce truc là, justement, la comparaison il y en a quelques-uns depuis la sortie de The Last of Us, que j'adore, attention, mais il y a quelques déclarations qui m'énervent. Certains qui te disent comme s'il y avait des jeux à histoire, ça n'existait pas avant. Et oui, bien Spec sûr. Ops est sorti avant The Last of Us et propose une expérience un peu similaire, j'ai envie de te dire, d'un jeu linéaire avec une histoire forte qui... Spec Ops n'était pas du tout le premier jeu non plus. Non, voilà, effectivement, voilà. Bien sûr. On en parlait juste avant d'enregistrer, notamment les jeux de Rockstar. Oui. Les GTA, surtout à partir du 4, où il y a vraiment une écriture beaucoup plus sombre et mature. Red Dead, moi le premier Red Dead, je le pérorais non-stop à l'époque comme dire que c'est aussi, ça m'impliquait autant qu'une excellente série HBO, tu vois. Et puis de toute façon, en vrai, on pourrait même remonter encore plus loin et il y aurait des milliers d'exemples. On en parlait, mais je pensais au point and click, quoi. Oui. Les point and click, mais c'est 20 ans avant, même plus, quoi. Où, alors certes, c'est des jeux très différents, mais c'est pareil, tu as aussi des personnages hyper développés, des dialogues, des choix de dialogue aussi, et parfois des choses très linéaires, en effet, et très inspirées du cinéma aussi. Je pense aux références les plus connues du genre de LucasArts, les Grim Fandango par exemple. Oui. Full Throttle. Full Throttle, exactement. Tous ces jeux-là, très cinématographiques, parce que, en même temps, on dit LucasArts, il y a de quoi. Mais oui, des séquences de jeu vont mener à des séquences derrière filmées, presque de dessins animés, etc. Donc, c'est pas nouveau, quoi, de vouloir raconter des histoires dans des jeux vidéo, quoi. Mais après, en effet, la question se pose du lien entre gameplay et ces dimensions narratives là, quoi. Est-ce qu'à un moment donné il y a une vraie valeur ajoutée, tu vois, ou quoi? Il y a déjà sur The Last of Us qui trouve le gameplay pas forcément exceptionnel. On avait parlé avec Max encore une fois. Est-ce que ça sert à quelque chose? Et pourtant il y a des jeux purement narratifs comme les fameux Quantic Dream. Oui, exactement. Alors on peut les mentionner, ces jeux-là. Il y a donc. C'est pas du tout ma tasse de thé. Alors c'est quoi? Ce serait Heavy Rain, Beyond Two Souls, et le dernier en date. Detroit Become Human, que ceux qui me connaissent savent que je connais très bien ce jeu. Mais en effet, on peut le préciser pour des gens qui connaîtraient pas forcément. Qui sont des films interactifs. C'est ça. C'est littéralement ça. Il faut pas s'attendre à un jeu, même s'il y a des petites touches. Il y a des passages de gameplay. Oui, bien sûr, ouais. Mais surtout dans les derniers. C'est littéralement des films interactifs très mis en scène, avec un gros accent sur le jeu d'acteur, la mise en scène notamment grâce à la performance capture. Et voilà. Et il y a le pilier du studio, c'est les choix. Ils appellent ça le bending, le fait que il y a, je sais pas, en tout cas pour Détroit, 15 ou 20 fins différentes, parce qu'il y a des multiples embranchements comme un livre dont vous êtes le héros, quoi. C'est ça, il faut imaginer un film, littéralement vous êtes devant votre téléviseur, ou même on pourrait pousser l'expérience en jouant à Détroit dans une salle de cinéma, quoi. Vous êtes au cinéma avec une manette, le personnage s'avance devant deux portes, et là vous avez peut-être même pas, parfois on vous laisse tout le temps même de faire le choix. Porte gauche ou porte droite, vous prenez, et puis il y a différents embranchements. Désolé, c'est très littéral, mais ça se fait comme ça, quoi. Et on choisit avec la manette, quoi, directement. Voilà, mais pour dire là-dessus que moi, Quantic Dream, c'est plutôt les qualités des jeux, mais ça, c'est un autre débat qui me... Sauf quelques exceptions les jeux narratifs, sauf quelques exceptions que j'ai bien aimées. Telltale fait un très bon job là-dessus.
Mais ouais, moi, il me faut quand même un gameplay... Qui t'agite des clés devant le visage. C'est ça, c'est exactement ça. Il faut que des douilles tombent à un moment donné. Il faut que j'entende de clac-clac du rechargement. Voilà, dans Spec Ops, je flingue des trucs en avançant et on me raconte l'histoire, ça me va très bien, quoi. Et ces tirs calment les voix dans ma tête. Quoi. Ça me stimule beaucoup plus qu'enfiler des pantoufles ou mettre la table, quoi. Toi, c'est pas... Ça y est, ça a été dit. Quoi. Ça, Non, mais c'est vrai qu'après, même si c'est un gameplay rudimentaire, quoi, ça reste un jeu de shoot, quoi. Donc il faut aligner un curseur sur un ennemi adverse, tirer, et puis il y a les sensations de shoot. Enfin, il y a tout ce qui... Ça reste un bon jeu de shoot efficace aussi, quoi. Et voilà, pour The Last of Us, l'autre exemple, c'est peut-être un simulateur de je reste accroupi dans les buissons, mais... C'est vrai. Mais ça reste un bon jeu d'infiltration avec des bonnes marche phases. Bien, quoi. Pour moi, il marche bien. Je trouve que le gameplay marche bien et surtout même dans le 2, il se passe des situations cinématographiques pendant le gameplay. Tu vas tuer quelqu'un, les amis du gars que tu as buté vont crier son nom, vont le chercher. Tu n'as plus de munitions, tu vas te jeter sur quelqu'un en lui jetant une brique ou je sais pas quoi. Il se passe le gameplay pour moi de Last of Us marche très très bien. C'est vrai que sans être un immersive sim, donc vraiment un jeu qui va te laisser complètement libre cours à ton imagination pour résoudre une situation. The Last of Us, c'est pas ça. Tu peux pas du tout arriver avec un gros shotgun et démastiquer tout le monde. Ils ont quand même mis beaucoup d'eau dans leur vin et en effet, dans le deuxième opus, il y a une liberté parfois d'appréhension des situations qui est plus poussée, tout simplement. Il y a une grosse configuration de la difficulté aussi dans les menus. Complètement jouer sur l'accessibilité du jeu. Et ça va jouer avec les trucs. Dans The Last of Us 2, il y a un passage que j'aime beaucoup où on va sur un établi pouvoir crafter différents objets, s'améliorer. Donc c'est a priori des moments où on est dans un menu pour améliorer les objets, mais sauf que là, littéralement, le personnage est devant un établi avec des outils. Donc c'est un moment où on est plutôt tranquille, sauf quand on a un moment où on est interrompu, d'un coup on se met à entendre des pas derrière et en fait un ennemi va nous attaquer. Exactement. Pendant... il n'y a plus de pause. Quoi. Pendant ça, ils ont possiblement piqué ça Dead Space parce que ça arrive aussi. C'est vrai. Et From Software l'a fait. Ça me plaît pas beaucoup. Ça me plaît pas beaucoup parce que je suis en train de le faire et je n'ai pas eu ce moment-là encore. Donc je suis pas serein pour. C'est peut-être pas dans le premier, c'est peut-être dans le 2 après. Mais je me rappelle de vidéos YouTube où les gens se faisaient surprendre et hurler là-dessus. Mais c'est vrai que ça, en tout cas, voilà, moi ça m'a fait plaisir de découvrir ce jeu grâce à vous, messieurs. Mais du coup, se posent plein de questions sur nos rapports à chacun aux jeux vidéo et de se dire, on en parlait ensemble en privé, mais c'est de se dire, j'ai l'impression, moi, plus je vieillis, et puis il y a tellement de jeux qui sortent aussi maintenant, que j'ai une tendance, peut-être une inclinaison, on va dire, à privilégier des expériences purement, entre guillemets, je mets des gros guillemets, à purement vidéoludique, quoi. C'est-à-dire quelque chose où je me dis, ok, cette histoire, là, il y a une histoire qui m'est racontée, en effet, par le biais d'un jeu vidéo, mais quid du gameplay, vraiment, et donc de ce qui fait la vraie différence entre le jeu vidéo et une autre forme artistique, qu'est l'interaction, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même l'élément clé du jeu vidéo, c'est que vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir d'interagir sur ce qui est en train de se passer à l'écran, en fait. On peut renvoyer à ce qu'a dit Max lors de son passage chez nous pour l'épisode sur le journée, de dire qu'il appréciait un jeu où tu ne peux vivre des trucs que dans un jeu, que seul le jeu vidéo peut t'offrir. Que seul le jeu vidéo peut t'apporter. Et pas des poncifs, notamment du cinéma, parce que ça partage un écran, comme pouvaient le faire très bien les Rockstar, Last of Us et compagnie, quoi. Et en ça, des expériences narratives, alors c'est un peu plus limité en effet, mais se dire qu'il existe des jeux et des genres de jeux qui vous racontent une histoire par le biais d'outils purement vidéoludiques. Là, on parlait de Quantic Dream, et en effet, alors c'est sûr que c'est des expériences qui vont diviser les joueurs et que c'est pas tout le temps... déjà, ça sort quand même du commun, quoi. Je le mentionne également parce que c'est un fidèle auditeur, notre cher ami Thomas, qui et donc moi, c'est pour le coup, j'ai pu travailler avec lui comme assistant narrative designer sur un jeu notamment, qui développe également ce qu'on pourrait appeler des visual novels interactifs, en fait. C'est-à-dire vraiment, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, une référence qui est les livres dont vous êtes le héros. Vous savez, ces livres où en gros vous lisez le livre et puis à un moment donné, on va vous demander de faire un choix. Et auquel cas d'aller à des pages correspondantes, quoi. Page 54 si vous tuez un tel, 72 si vous prenez la porte de gauche, etc. Et là c'est pareil, mais sous forme tactile sur un écran de smartphone ou sur un ordinateur, quoi, avec du coup toute une arborescence, un peu comme ce que tu décrivais pour les jeux de Quantic. Voilà, il y a d'autres moyens vidéoludiques vraiment de se faire raconter des histoires. C'est au final ce qu'on se demandait beaucoup. Est-ce au final maintenant on apprécie des bonnes histoires dans des jeux,
mais est-ce qu'on n'apprécie pas plus des jeux où on se raconte des bonnes histoires? Et ça passe par le gameplay. Moi, il y a un exemple que j'adore et je vous laisse là-dessus, c'est en parlant même des jeux de sport. Ouais, bah carrément. Alors là, tu tapes à la bonne porte. Complètement ce qu'on se disait avec Antoine, quand on se faisait nos carrières dans les PES ou les FIFA, on se racontait nos propres histoires, on disait ouais, c'est moi le nouveau coach et je viens sauver le club qui est en difficulté, on est en Ligue 2 et on va remonter en Ligue 1. Et en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions et tout gagné, et on est le héros, quoi. Oui, ou moi, je veux dire, dans les jeux de Formule 1, tu prends Williams et tu dis, allez, c'est bon, on va remonter. Pourquoi? Mais attends, Williams, pourtant, ça marche très bien. Qu'est-ce qui se passe? Très bien, mais bon, il y a une marge de progression. Oui, moi, je m'en voudrais de ne pas mentionner parce que je me dis qu'il y a peut-être des auditeurs, auditrices qui parlaient de FIFA, mais il y a un autre jeu de foot aussi qui est un générateur absolu de narration, donc on pourrait dire émergente, du coup, liée au gameplay. Donc la narration, les histoires qu'on va se raconter viennent du gameplay et de ce qui se passe vraiment dans le jeu, quoi. Directement, c'est Football Manager, quoi. Oui. Football Manager, c'est littéralement, enfin, quand vous montrez Football Manager à quelqu'un qui ne connaît pas forcément le jeu et le jeu vidéo, il a l'impression ou elle a l'impression qu'on est en train de bosser, quoi. Littéralement, qu'on est devant des tableaux Excel, mais tu rattrapes du travail, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je passe ma meilleure vie sur le jeu le plus chronophage de l'univers, où vous êtes donc un coach, vous devez gérer de A à Z la vie d'une équipe, quoi. Et c'est exceptionnel, quoi. Donc les entraînements, les conférences de presse, la gestion des transferts avec les budgets, c'est un puits sans fond de temps passé, bien sûr, mais aussi de narration, quoi, justement. On peut évidemment créer son personnage, etc. Enfin, c'est extraordinaire. Et de plus en plus, le jeu vidéo, avec en plus l'évolution technique du jeu vidéo, parce que c'est intimement lié, c'est de se dire que les développeurs tentent justement de développer des cadres propices à cette narration émergente. On parlait des From Software tout à l'heure. C'est pas pour rien que Elden Ring, donc leur dernier jeu en date, qui est donc un open world, un jeu à monde ouvert très très vaste, et qui laisse complètement le choix au joueur d'aller où il veut, en fait, et de gérer lui-même sa chronologie, on va dire, dans la narration, etc. C'est pas pour rien qu'ils tentent le monde ouvert, justement, parce que le monde ouvert est ultra propice à ce genre de narration, quoi. C'est une évolution... j'ai envie de dire normal, naturel, bien sûr. Le dernier Zelda a fait le même chemin, et c'est cette narration, vous savez, narration émergente, donc du gameplay, mais qui, en fait, la narration qu'on va se raconter nous-mêmes ou à nos copains, ce qu'on pouvait se dire de... Et même Zelda, le Breath of the Wild, qui ont une histoire presque en second plan, et même complètement en second plan. Ouais, c'est cryptique ou en second plan. Pour ce qui est d'Elden Ring, on peut choisir de s'y plonger, dans dénouer les codes secrets, etc. Ou pas du tout, et on se raconte notre propre histoire. Et je sais que ceux qui font ça, mais vivent leur meilleure vie là-dessus, quoi. Et le nombre de fois où entre nous on s'est raconté oh là, je suis passé derrière cette montagne, je sais pas si t'as vu, il y a tel boss caché, enfin, c'est un puits sans fond aussi de générateur d'histoire, mais d'histoire propre à chaque usager, quoi. Que les développeurs n'auraient pas spécialement pensé que tu te raconteras. En fait, c'est ce qu'on appelle le bac à sable, quoi. Ils mettent les outils, ils mettent les jouets. À toi de te débrouiller, de te raconter ton histoire, un peu comme quand on était petit, qu'on avait nos propres jouets, nos trucs, et qu'on... Certains sont mieux faits que d'autres, mais bon. Ah oui, je vois pas de quoi tu parles. Non, on a réussi, je crois, à ne pas les mentionner. On ne va pas, en parler encore. Comme tu disais, en ce moment, ça fait un petit moment que je me rends compte que j'arrive pas à me lancer dans des jeux avec des histoires que j'arrive pas à suivre. Je m'en fous un peu, quoi. Ouais. J'ai envie de lancer un truc qui se joue facile avec un bon gameplay. Bah ouais. Et que j'ai du mal à m'impliquer. Là, c'est la mode de sortir, surtout chez Sony, des jeux avec des histoires. Bien sûr, ouais. Bien écrites, mais c'est un peu ce truc de format série aussi qui découle sur le jeu vidéo. On pense à God of War. Ouais, je pense à God of War. Celui de 2018, j'ai adoré. Et pourtant, j'ai absolument pas envie de jouer à la suite. Pareil. Ouais, j'ai pas adoré le premier. Pas parce que j'ai une PS5, mais même si j'avais une PS5, je me jetterais pas dessus, quoi. Bah ouais, tu vois, moi j'ai fait le premier reboot, quoi. Bon, j'ai été moins emballé que vous, justement aussi pour ces raisons-là, quoi. Et puis pour d'autres c'est trucs, clairement, en plus, les God of War, la série originale, sont des jeux très bourrins, des beat'em all, on passe ultra linéaire. Ultra linéaire à massacrer tout sur notre passage et à tout taper, des jeux vraiment bourrins. Et puis il y a clairement Last of Us qui est pareil, quoi, parce que qui est passé, pardon. Ouais. C'est parce que ils ont mis une sensibilité, une émotion, une histoire. Beaucoup de daddy issues chez Sony. C'est vrai. Et puis Last of Us, oui, beaucoup de
c'est ce dont on parlait. Un héritage et des empreintes tellement cinématographiques. Et c'est pas pour rien que c'est allé dans l'autre sens, d'ailleurs, que The Last of Us a été adapté en série télé. Oui. C'est que, et ça marche très bien. Ça marche. Ouais, parce qu'en un sens, on comprend que ça marche très bien. Et j'imagine, tu peux peut-être nous en parler d'ailleurs, parce qu'ils ont fait des choix, il y a des différences, etc. Mais d'un autre côté, je me souviens d'avoir eu cette réflexion-là au moment de la sortie de The Last of Us, et la même année, je crois que c'est en 2013 ou 2015, la sortie de GTA V, où je me dis... 2013 aussi. 2013, ce sont les 2 meilleurs films que j'ai vus cette année, quoi. Mais vraiment, il y a des scènes dans The Last of Us, et c'est des scènes où je ne tenais pas la manette. C'est pas des scènes, c'était vraiment des scènes de dialogue. J'étais là, je me dis, mais c'est incroyable. Et pareil dans GTA, les personnages de GTA. Ce qui me faisait kiffer, moi, perso, dans GTA V, même si bien sûr derrière il y a un jeu, et donc pareil, la narration émergente est très présente. Mais c'était les personnages, les dialogues de dingue, la mise en scène, quoi. Et donc, je me dis, mais c'est un film de fou. C'est un hit sous acide complet qui part en comédie. C'est un hit fait par les frères Cohen, mais un truc complètement chelou. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, le premier Red Dead m'a vraiment grandement marqué. En termes de l'histoire, quoi. J'ai vraiment, ceux qui l'ont fait connaissent la fin, qui était pour le coup un truc qui jouait bien avec le code de ce à quoi un joueur pense être préparé quand il joue ce jeu-là, et il se prend le truc dans la gueule. Je m'en suis vraiment pas remis. C'est vraiment une de mes plus grosses expériences vidéoludiques là-dessus. Mais je sais que maintenant, aujourd'hui, est-ce que c'est ça que je recherche ? Je suis comme vous, quoi. Moi, je me suis rendu compte que ce que je recherche avant tout dans un jeu, c'est l'incarnation. Enfin, c'est les histoires qu'on va se raconter, mais c'est l'incarnation. C'est-à-dire, vous savez mon amour pour Cyberpunk. Il y a l'histoire qui est super, l'écriture géniale, mais moi, c'est vraiment surtout me sentir, en effet, d'être un mercenaire dans une ville dystopique du futur, de rouler dans les rues de la ville en écoutant la musique. C'est ça qui est encore plus dingue, quoi. C'est d'être un samouraï errant dans Ghost of Tsushima. Pour le coup, à l'inverse de Ben, toi, en tant que joueur, tu as une facilité à incarner, à te mettre dans la peau du personnage, etc., que tu incarnes, du coup. Oui, tu dirais. Ouais, je pense. Après, il y a des trucs, ça. Il y a des nuances, bien sûr. Mais moi, je sais que Witcher 3, dont vous connaissez aussi mon amour éternel pour ce jeu, juste de crapahuter sur les sentiers à cheval, d'être un chasseur de monstres, mais vagabond, quoi. Ouais. Et quand il se met à pleuvoir et t'as le personnage qui dit oh tiens c'est couvert là et tout, moi je suis à fond, quoi. C'est extraordinaire. Pareil, ça a beau être un RPG qui fait plus d'une centaine d'heures, hein, c'est encore l'histoire qui prône par-dessus le gameplay, quoi. Sur The Witcher. Ouais. Oui, le gameplay est très plaisant et mais très classique, quoi. Il n'invente rien de particulier, quoi. Ouais. Et c'est un des jeux, une fois qu'on l'avait fini, on s'est dit qu'est-ce qu'il y a maintenant, quoi. Où va la vie? Après, tu découvres Vampire Survivors. Voilà, c'est ça. On veut Division 2. Ah, là, on en parle. Alors là, en termes de narration, il y a à dire aussi. Alors, on a quelques problèmes avec Ubisoft. On n'en parlera pas. Écoute, peut-être qu'on en parlera un jour. Quand on joue à The Division 2, c'est totalement l'histoire, on n'en a rien à faire. Rien à faire. Et on se raconte nos propres trucs entre nous, et on rigole bien. Oui, mais alors l'histoire qu'on se raconte, elle est extraordinaire. Ça, c'est coloré. Hein. Ça pétarade, il y a du feu d'artifice, quoi. C'est clair. Messieurs, je pense qu'il est temps de conclure. Merci encore, Ben, de nous avoir proposé ce sujet-là. C'était un plaisir de parler de tout ça. Pour ceux qui seraient intrigués, Spec Ops The Line, donc, est encore jouable. Pour ceux qui ont une Xbox, il est encore dans le store, quoi. Ouais. Je pense que si vous le trouvez, parce que Xbox a cette capacité d'être rétro-compatible, non? C'est ça. Si tu l'as sur 360... Comparé à Sony, les gros vilains. Ah oui, ça c'est pas beau, ça. C'est la génération où ils sont pas terribles, mais vous verrez, la prochaine, ils vont redevenir gentils, quoi. Mais en effet, si tu l'achètes sur 360 pour une bouchée de pain, certainement dans un cash converter, ou n'importe quelle boutique d'occasion de votre choix, et que vous le mettez dans votre nouvelle Xbox, ou voir la Xbox One, ça passe aussi. Et personnellement, je l'ai acheté en dématérialisé sur PC, et pour une bouchée de pain, c'est-à-dire que moins de 10 €, tu le trouves. Il est souvent en solde aussi. Dans le store Microsoft, parce que sinon il est quand même vendu un peu trop cher pour ce que c'est. Oui, carrément, pour un jeu qui a... Mais oui, si vous comptez le faire, vous pouvez vous le trouver vraiment pas cher et vous passerez quelques heures sympathiques. Exactement. Est-ce qu'il n'est pas venu l'heure, enfin, du famoso... Eh ben oui, c'est la rentrée, mais il faut pas quand même... Il y a certaines traditions qu'il faut garder. Parce qu'à signaler que pour nos premiers enregistrements présentiels, il y avait la tradition du limoncello pour le Backstreet des Scott. C'est vrai? Et ouais. Et je crois que maintenant, ça va pouvoir revenir pour la première fois, donc on se retrouve après un petit limoncello. À consommer avec modération, attention. Toujours, bien sûr. Pas plus de 2-3 verres.
Vous allez rester combien de temps à discuter, là? Je comprends pas ce que vous faites. N'êtes-vous pas rassasiés? Ne vous êtes-vous pas assez divertis? Le back Ridley Scott, et oui, nouvelle saison, et pas nouveau back Ridley Scott, on reste sur une formule à l'ancienne, mais pas que, et ben non, petite nouveauté dans l'azimut. Vous avez été plusieurs à nous mentionner que ces derniers temps, on a un petit peu abusé. Voilà. On a un peu abusé, non pas sur Limoncello, encore que, mais un peu abusé sur ce qu'on appelle chez nous les joueurs, les méta. Voilà, hein. C'est-à-dire qu'en gros, pour le back Ridley Scott, on a un peu abusé de Gérard Depardieu et de Monica Bellucci dans les chemins qu'on trace pour relier nos personnalités du cinéma. Et oui, on est d'accord, n'est-ce pas Stéphane que il est temps de faire une mise à jour. Voilà, le patch, exactement. Le patch, non pas Day One, Year One, le patch annuel pour corriger ça. Donc, allez, pendant un temps du moins, on s'interdit l'utilisation soit de Gérard Depardieu, soit de Monica Bellucci dans le back Ridley Scott. Et c'est acté, c'est comme ça. Si d'autres méta émergent, on les patchera. Exactement, n'hésitez pas. À tout seigneur, tout honneur, cher invité, êtes-vous prêt pour votre back Ridley Scott ? Je commence ? Ah bah... Alors, mes chers amis, j'ai décidé de relier un peu nos sujets. Enfin, le sujet et Marocco. Donc, un peu le militaire et la musique. La musique qui m'est chère à mon cœur, le métal. D'accord. Je vais vous demander de rallier aussi, s'il te plaît. Enfin. Notre American Sniper Bradley Cooper à Alice Cooper. Pas mal. C'est pas mal ça. Pas mal. Ah, je crois... Je dirais Alice Cooper. Alice Cooper, je crois qu'il joue dans un film de John Carpenter. Absolument. C'est exact. Il joue dans... Prince des Ténèbres. Ah, il joue dans Prince des Ténèbres ? Absolument. Je ne suis pas passé par là, mais si vous trouvez quelque chose... Écoutez. Carpenter. Il joue également dans Wayne's World. C'est exact. D'accord. Son propre rôle d'ailleurs. En vrai, Carpenter, on a tellement d'acteurs et d'actrices. Et Bradley... Oui, c'est bon, je l'ai. Et en un. En un ? Enfin, attends, en un ? En un, ça serait quoi ? Ça serait que Bradley Cooper joue chez Carpenter. Mais c'est pas ça. Donc même pas... Ouais. Si avec une personne, je le redis. Bradley Cooper, si ma mémoire est bonne, il double Rocket dans Les Gardiens de la Galaxie. C'est vrai. C'est vrai. Dans Les Gardiens de la Galaxie 2, joue Kurt Russell. C'est vrai. Kurt Russell a joué pour John Carpenter. Magnifique. Incroyable. Combien Incroyable. De films, ah, bravo. J'ai pas du tout ça. mais il me semble bien. Bravo. Parce que j'ai galéré pour le faire. Vu que j'y connais rien, j'ai dû faire des recherches de ouf. C'est un itinéraire, mais c'est la beauté du back Ridley Scott. J'en ai un itinéraire un peu plus long. Et bah fais péter l'itinéraire. Mais qui est très sympathique, je trouve. Vas-y, on va se marrer. Alors, Bradley Cooper joue avec Jeremy Renner dans American Hustle, ou American Bluff chez nous. Jeremy Renner joue avec Tom Cruise dans Mission Impossible. En effet. Tom Cruise joue avec Mike Myers dans Austin Powers 3. Ah putain. Ah oui, c'est vrai. Et Mike Myers joue avec Alice Cooper dans Wayne's World. Eh ben oui, bravo. C'est pas mal aussi. On a quelle merveilleuse famille celle-ci. Voilà. Bah, c'est vraiment une grande famille. Donc, Alice Cooper, vous pouvez refaire ma culture métal un petit peu. C'est un peu le patron du ce qu'on appelle le shock rock. Shock rock. C'était un hard rock assez basique, sympathique, péchu, sympa, mais très spectaculaire. En fait, sur scène, il se met en scène où il se fait décapiter par une guillotine. Une guillotine, voilà, merci. Ah, d'accord. Voilà. Ça reste bon enfant. Plein de trucs comme ça. Et on est d'accord que c'est évidemment un artiste, un chanteur, peut-être compositeur, même un interprète, mais qu'il a un groupe en fait autour de lui ou il le groupe c'est Alice Cooper en fait. C'est ça, le groupe c'est Alice Cooper, on est d'accord, voilà. c'est ça. C'est ça. Ok. Voilà. Vincent Furnier de son vrai nom. Non, tu déconnes. Je sais pas. Il a des. Il est français ? Non, il est américain, mais il a des origines françaises dans son nom, quoi. Voilà. Personnalité assez sympathique, mine de rien. Il a pas sa langue dans la poche. Il met des petits tacles à Kiss dans un documentaire. Enfin bref. Très bon documentaire si tu veux découvrir le métal. Voyage au cœur de la bête. D'accord. Pour les profanes qui n'y connaissent rien, c'est vraiment ça apprend beaucoup de choses. C'est littéralement le métal pour les nuls, quoi. C'est ça. C'est super ça. Il faut que je regarde ça. Voilà. À tel point que je me demande s'il a presque un intérêt aujourd'hui. Enfin, si, bien sûr qu'il y en a un aujourd'hui. Nous, on l'a vu adolescent, ça nous faisait juste marrer. C'était un événement. C'était un événement, voilà. Un documentaire en salle sur le métal. Ah, mais c'était en salle. Ah oui, c'est sorti en salle. Je l'avais vu à l'espace Saint-Michel à Paris, je crois. D'accord. Nous, on voyait juste des références à des trucs qu'on connaissait, donc
On était comme le même avec DiCaprio tout le temps, quoi. Oui. Mais oui, quand tu t'y connais, ça n'a pas vraiment d'intérêt. D'accord. C'est vraiment dans le sens très large. Hein. Ça parle du black metal satanique jusqu'à Alice Cooper, Metallica, etc. C'est vraiment. Ça a une vocation, c'est presque sociologique de OK, qu'est-ce que c'est le métal si vous connaissez pas, quoi. C'est ça. Headbanger's Journey en VO. Incroyable. Voilà. Et le même, on va arrêter un peu peut-être, mais le même réalisateur avait fait un autre documentaire très chouette pour le coup. Oui. Intéressant, c'était Global Metal. Sur le goût de Le métal dans des pays À travers où le c'est monde, un peu, pas... c'est pas forcément culturellement. Voilà. des très pays développé. musulmans d'Afrique. Amérique du Sud, Asie, du Sud-Est. ok. Ça, c'était pour le coup assez très intéressant. Je note. Sam Dunn, de mémoire, le Sam nom Dunn, du, oui, canadien. le réalisateur. Si je dis pas de bêtises. Mais ça me donne quoi, l'heure? Non, pardon. C'est terrible. Ça y est, le limoncello Incroyable. fait. On se retrouve, voilà. Comme tu veux, Stéphane, j'y vais. Allez, faites-moi un Ingrid Chauvin diesel. Ou Ingrid Chauvin diesel. J'arrivais pas à voir où il allait, quoi. Donc relié Ingrid Chauvin, qu'on embrasse. Bien sûr, Bien sûr. une des marraines de notre émission, bien sûr. Qu'on embrasse, voilà, putain. star du petit écran, Bien sûr. qui a illuminé toutes les couvertures de TéléZ ou Télé Loisirs Ouais. pendant des années, voilà. Bravo, Ingrid. Et Vin Diesel qu'on ne Qu'on ne présente plus. Comment on l'appelle, Denis, déjà? Babouliné. Ce n'est pas lui, c'est Mosinor qui C'est a inventé. Mosinor. Ah, c'est Mosina. Oh, pardon, excusez-moi. Alors, bon, ça pue quand même. Ouais. Alors, Ingrid Chauvin et le 7e art, de mémoire, j'en vois pas. Peut-être chez Lelouch. Alors, je sais pas, moi je peux. Non le chemin que j'ai, je pense que je vais vous aider un peu à travers ces passages à la télé, mais. Alors, mais j'ai plus le nom des acteurs à la télé, c'est terrible. De ces sagas de l'été, et c'est Voilà. incroyable. Parce que Dolmen. c'est Dolmen. quoi. Dolmen. Ouais. Dolmen. Mais alors, est-ce que dans Dolmen, il n'y a pas Pierre Mondy? Non? Tu veux pas m'aider là-dessus? Est-ce qu'elle n'a pas tourné avec Pierre Mondy dans une série, tu vois? Parce que si Pierre Mondy égale Kaamelott. Kaamelott égale cinéma. Là, c'est bon, on est sur on est sur des rails. Là, Vin c'est- Diesel, ouais. en claquant des doigts. Mais le problème, c'est sortir de la télévision. Et d'ailleurs, ça nous permet une transition coup de gueule. Attention, là, on cogne du poids sur la table. Non, mais c'est... Voilà, malheureusement, vous savez, le Back Ridley Scott, c'est fait pour montrer que c'est une grande famille, tout ça. Et Je de vois pas voir- Pierre Mondy dans Dolmen. D'accord. Mais de voir que c'est aussi difficile parfois, de carrière télévisuelle, d'arriver à du cinéma, bah ça prouve qu'il y a beaucoup de chemin à faire. tu vois. C'est trop cloisonné. Il y a trop d'acteurs et d'actrices Dans, qui sont qu'à la télé. Et ça, c'est pas bien. Moi, j'aime pas. Dans Dolmen, il y a Yves Régnier en plus Ah. commissaire Moulin, quoi. Alors, Yves Régnier, il joue dans Les Anges Gardiens de Jean-Marie Poiret. Ah, mais il y a Gérard Attention. Depardieu, on est foutu. Non. Non, il y a Christian, Aïe, il y a aïe, Christian aïe. Clavier. Non, mais c'est bon, là. Parce que... Les visiteurs en Amérique. Non, mais Baboulinet, il joue avec Mathieu Kassovitz. Hein Enfin, il a joué pour Mathieu Kassovitz dans Babylone AD. Ah oui. Cinéma français, Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, Christian Clavier. Sûr qu'on va trouver. Bon, comme ça, Kassovitz, la comédie française, bon, il faut ramer un peu. Mais Kassovitz, bon, on pourrait tricher. On pourrait tricher en disant que Kassovitz, il me semble qu'il a été assistant, enfin pas assistant réel, mais qu'il a réalisé des séquences de Mission Cléopâtre. Et Non, donc, mais je pense que, Mais c'est t'as plus triché. simple. Kassovitz, il a tourné avec un acteur énorme. mais qui aurait joué avec Christian Clavier. Non, mais j'ai pas le chemin que vous faites, mais le vôtre est faisable. Dans Babylone AD, il y a Mélanie Thierry. Ah. Mélanie Thierry. Que t'as déjà utilisé en plus. Bah ouais, est-ce qu'elle a tourné aux US, quoi. Non mais attends, mais putain, là c'est le limoncello, là. Parce que Kassovitz, on va trouver des films, quoi. Kassovitz... Commence déjà à me taper le limoncello. Kassovitz... Mais je te soutiens, vas-y, je suis là. Putain, ça rend dingue. Bah, il a joué avec Michel Serrault dans un de ses films. On est loin de Vin Bon, Diesel après, encore. on est loin de Vin Diesel. Après, Michel Serrault, il a tourné avec Bertrand Blier dans Préparez vos mouchoirs. Et Bertrand Blier, il a tourné avec Christian Clavier dans Convoi exceptionnel. Et Christian Clavier a tourné avec Yves Régnier dans... Donc c'est bon, tu l'as Ah oui, j'en ai un, mais tellement capillotracté que ça m'énerve. Ah, J'ai envie je de vous trouver aide. plus... Je vous aide. Oui, vas-y. J'ai pas besoin, mais vas-y. Hein. Tu l'as déjà trouvé, tu nous Ouais, l'as trouvé, ouais, c'est ça, ouais. je le garde pour moi. C'est Ingrid Chauvin. Alors, je suis pas passé par Dolmen, je suis passé par une autre. Saga de l'été Saga de l'été. Qui, Tramontane. Non, ça c'était avec Alexandra Vanderbilt. mais ça explore déjà plus cette région-là. C'est Méditerranée. Oui, mais bien sûr, incroyable. Et dans Méditerranée, il y a Jean-François Stévenin. Ah Et allez, c'est bon, je vous laisse. Quoi. Oh là là. Bah alors, Stévenin...
Mais tu l'as, avec ce que vous avez dit tout à l'heure, tu l'as maintenant, quoi. Oui, mais on va encore passer par Bellucci. Non. Tu déconnes. Par l'autre, quoi. pas par Depardieu, mais... On avait dit pas la méta. Bon, Stevenin, il joue dans Le Pacte des loups. Oui. De lourd Christophe Gans. Et lourd, je devrais dire, il joue dans lourd Pacte des loups. Extraordinaire, Pacte des loups. Avec lourd Samuel Le Bihan. Le Bihan Kassovitz. Mais merde. Quoi, Émilie Dequesne? Non. Ah non, Bellucci. Mais non, Bellucci, on n'a pas le droit. Mais on n'a pas le droit, bah ouais. Mais si on n'a pas le droit à Bellucci, il y a... Bellucci, elle est connue... Bah oui, mais... Ah oui, tu veux dire Bellucci qui a joué dans Agent Secret avec Vincent... Ah mais non, putain, mais il y a Vincent Cassel dans Le Pacte des loups. Et Vincent Cassel, il joue dans La Haine, mais évidemment. Et voilà, La Haine, Kassovitz, Vin Diesel. Mais j'ai oublié Cassel aussi, là. Mais oui. Avec son épée d'Ivy, là. Non mais oui, je sais pas pourquoi Cassel il m'est pas revenu quoi. Bah ouais, mais voilà. Jean-François de Morangias dans Le Pacte Incroyable. des loups. Pourtant il est bien vicelard. Hein. Ouais. On a revu Le Pacte des loups avec Stéphane il y a pas longtemps. Ce film est un miracle. Bref. Oui, on y reviendra sur Le Pacte des loups. C'est voilà. C'est une obligation contractuelle. Avec Gans en invité bien sûr. Ah, Christophe, si tu nous entends. Exactement. Alors là, si vous connaissez Christophe Gans, n'hésitez pas à faire passer le faire-part. Ça sera un grand plaisir. Avec très très grand plaisir. C'est premier degré, c'est extraordinaire. Ok. Et bah donc attends, on le récapitule quand même donc Ingrid Chauvin, Jean-François Stevenin dans Méditerranée, Jean-François Stevenin, Vincent Cassel dans Le Pacte des loups de Christophe Gans, Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz dans La Haine. Kassovitz. Babylone AD. Ah oui, bien sûr, Kassovitz, Babylone. Avec notre ami Vin Samplon. Vincent, putain, j'allais dire Vincent Essence, mais bon bref. Allez, à toi Antoine pour finir parce que ça commence à devenir ridicule. Alors j'espère ne pas l'avoir fait parce que ça c'est pareil, hein. Avec un grand pouvoir, de grande responsabilité. On commence à avoir quelques Back Ridley Scott derrière nous. J'espère ne pas l'avoir proposé déjà, mais je sais que notre invité est féru. Mais c'est vrai que de sport. Oui. Non, mais en plus c'est notre 12e épisode et à chaque fois il y a 3. Ouais, bon, ça c'est chaud. Ça nous fait 33. Bon, si 30, ça te dit quelque 36, chose, pardon, si ça te dit quelque chose, ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me dire et je garde des Back Ridley Scott en stock un petit peu. Mais oui, je sais que notre invité est féru de football, n'est-ce pas? Alors je suis navré parce que la personne que je vais citer n'a pas joué à l'Olympique de Marseille. Pire. Pire. Elle a joué chez l'ennemi, attention, au Paris Saint-Germain. Je vais devoir quitter cette table. Je vais vous demander, messieurs, de me faire, s'il vous plaît, un Anelka Grant, à savoir relier Nicolas Anelka et Cary Grant, s'il vous plaît. Bon, c'est forcément 3-0. Eh ben, oui, mais pas que. J'avais un autre film en tête. Mais c'est vrai qu'il joue dans 3-0, bravo. Et dans 3-0, aidez-moi, il y a qui? Je connais pas mal ce film. Il y a Laurent Deutsch. Il y a un acteur qu'on a mentionné dans Le Pacte des loups. Il y a des gros acteurs, mais il y a vu que Samuel Le Bihan. Il y a Samuel Le Bihan. Bah, c'est le personnage principal, c'est Manu d'Arpajon, mec. Putain. Grand film 3-0, au passage, voilà. Il y a Gérard Lanvin. Il y a Gérard Darmon. C'est ça, je cherchais Darmon et Lanvin. Lanvin. Bah, déjà, là, c'est pas mal. Il y a Stomy Bugsy. Ouais. C'est moins bien pour Cary Grant. Pour aller jusqu'à Cary Grant, parce que alors c'est ça qui va être Archibald Leach de son vrai nom. C'est vrai? Oui. Lourd Archibald. Archibald. Cary Grant, moi bien sûr, je pense tout de suite à Hitchcock. Donc la mort aux trousses. Là, le lien avec Anelka, il va être tendu, je te l'annonce. Ouais, on est pas mal, ouais. Alors Cary Grant, qu'est-ce que... Voulez-vous un petit coup de pouce? Allez, vas-y. Cary Grant, moi en tête, m'est venu un film assez rapidement avec une actrice très connue du cinéma américain. Je vous le dis direct du coup, Audrey Hepburn. Il a joué avec Audrey Hepburn, je crois, si je dis pas de conneries, dans Charade notamment, de Stanley Donen. Audrey Hepburn, elle a joué notamment, c'est pas son rôle le plus connu, mais pour un réalisateur qui a des liens avec la France, quoi, clairement. Mais genre, tu vois, t'as les gros réalisateurs genre connus et t'as les très très connus, tu vois. Orson Welles. Plus récent. Plus récent? Mais après, il faudrait trouver... oui, beaucoup plus récent. Encore en activité. Elle a joué chez un réalisateur, encore en activité, qui a des liens avec la France.
Jean-Marie Poiré. Alors, pas autant de liens avec la France. Parce que c'est Audrey Hepburn, donc tu vois, elle a joué. Alors, peut-être qu'elle a joué dans du cinéma français, mais j'ai pas souvenir. Alors, je vais décrire la scène pour les gens, parce que forcément, ils ne voient pas. Stéphane me murmure, me mime. Mais elle a joué chez. Non. De peur de me ridiculiser, mais. Je vous aide, elle a joué chez Spielberg. Un lien avec la France, Spielberg, oui, bon, oui. Ah bah oui. Oui. Ah bah, oui. beaucoup. Audrey Hepburn a joué chez Spielberg. Oui, dans Always, D'accord. je crois. Ça se trouve, je dis une énorme connerie, mais je suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr. Comme les lingettes. Ouais, pardon. Et voilà, Ah, ça dérape. Alors, je n'ai jamais vu Always. C'est un de mes gros manques de Ok. Spielberg, mais c'est un film assez décrié, mais quand même avec Richard Dreyfuss, Holly Hunter et Audrey Hepburn. Voilà. Ok, donc Spielberg Réalisé par a... Steven Spielberg. Spielberg a Anelka. En passant par, du coup, Anelka, en effet, joue dans 3-0, mais il a un autre rôle, je peux vous le donner aussi. Ça va pas tant vous aider que ça, Donc, en encore fait, que si, Antoine, parce que Antoine fait des bacs Ridley Scott et il les fait lui-même. Donc, Anelka, non, parce qu'Anelka, c'est chaud, tu vois, c'est un peu comme Ingrid Chauvin, hein. C'est pas forcément la filmographie la plus connue du Ah bah cinéma non, hein. mondial, mais il a joué dans 3-0 et à peu près à la même époque, un autre film avec Gérard Lanvin, il a joué dans Le Boulet. Ah ouais. Il a une apparition dans Le Boulet où il assomme un mec avec une frappe, voilà. C'est et, un peu les Vincent clins d'œil. Lagaffe a joué chez Spielberg, du coup. Ça... Il n'y a pas Vincent Lagaffe dans Le Boulet. Bon, on va... Je confonds avec Non, le je baltringue. voulais- Je confonds le En baltringue. revanche, il y a Benoît Poelvoorde dans Le Boulet. Ouais, c'est Poulvord et Et Garcia. José dans- Garcia. Pour la Spielberg, Oui, ça commence à s'affiner. là, ça quoi. s'affine un petit peu quand même. Ça s'affine un Déjà, petit peu. peut-être vous posez la question cinéma français et Spielberg. On Bah, s'est déjà posé la question. Il y a dans Munich, il y a plusieurs Ah. acteurs français. Ah, Il y a dans Munich. qui joue dans je sais Munich? pas. Il y a. Vas-y. Il n'y a pas Attal. Si, il y a Il y a- Yvan Attal, Il y a Yvan Attal. notamment. Il y a d'autres acteurs Il n'y français. a pas Lonsdal. Il y a Michael Il y a Lonsdal. Michael Lonsdal. Ça fait 2. Et on est deux. Ok. Il y en a un autre aussi qui peut beaucoup vous aider. Il a joué chez Desplechin beaucoup. Il a joué, et là, attention Stéphane, tu es sous le feu des projecteurs. Il a joué dans une saga, comme Michael Lonsdal d'ailleurs, qui nous tient très à cœur. Castaldi. Non. Castaldi chez Spielberg. Pourquoi pas. Amalric. Amalric. Amalric joue dans Munich. Amalric est dans Munich, c'est vrai. Bon là les gars, non mais après partez pas forcément d'Amalric, hein. Vous avez cité d'autres acteurs. Mais parce qu'on il y a Attal s'est, aussi, hein. on s'est, je me suis, on Tu t'es perdu là. on s'est perdu tranquillement. Donc Anelka a joué, tu nous as dit dans 3-0 et dans Le Boulet. Le Boulet, d'accord. Donc, soit Gérard Lanvin, Gérard Darmon, José Garcia, Benoît Poulvord. ça vous fait des acteurs. Dans Astérix, Jeux Olympiques, il n'y a pas des gros acteurs un peu là Oui, mais il joue dans Oui. dans Jeux Olympiques. Poulvord Il y a- Oui. Oui, mais il y a un caméo de Castaldi. Il y a un caméo de Castaldi. Oui, il revient depuis le premier Astérix. Castaldi, Au secours. Castaldi, Moonraker. Oui. Moonraker, Michael Lonsdal. Oui. Michael Lonsdal. Spielberg. Spielberg dans Munich. Spielberg Always avec Audrey Audrey Hepburn. Hepburn. Audrey Audrey Hepburn. Hepburn avec Cary Grant. Bravo. Bah bravo. Je transpire. Je suis, Il est énervé le chemin là. il est Mais en énervé. même temps, Putain, c'est grâce à moi Astérix aux Jeux Olympiques. Quoi. Bravo. Incroyable. Non, mais Un film qui te a sous-estimes tout trop. déclenché. J'ai aidé. Bravo. J'avais un autre chemin. Allez, je me doute bien. Un chouille plus court, mais pas tant que ça, je crois. En 2. Non, mais en effet, je partais aussi Cary Grant, Audrey Hepburn dans Charade. Audrey Hepburn, Always chez Spielberg. Spielberg, Mathieu Amalric dans Munich. Amalric a joué avec Poulvord dans Le Grand Bain de Gilles Lelouch, où c'est un film aussi très collégial, où il y a plein d'acteurs du cinéma français. Et donc avec Poulvord, Poulvord, Le Anelka. Boulet, Anelka. Ok, bravo. Et voilà. messieurs, merci. Merci beaucoup à tous si vous nous avez écoutés. Merci beaucoup. Hein. Merci Merci à Ben pour ta présence. C'était très très cool. J'espère que ça t'a plu. On mange complètement. bien chez Entourloupe. On mange bien Chantourlou. On mange bien. Merci, voit bien, merci pour l'accueil également, Stéphane, quand même. En Tourloupe délocalisé, je sais pas, mais en tout cas qui a investi la Provence, quoi. Le Vaucluse. Le Vaucluse, exactement. Le lourd Vaucluse. L'éternel Je suis un Vaucluse. peu comme dans ma deuxième maison, donc bon, j'ai l'habitude de ça. Dis-donc, ça y est, on prend ses aises. Voilà, quoi. Comme précisé en amont, hein, n'hésitez pas si l'épisode vous a plu, si vous voulez le partager sur vos différents réseaux, mettre des petites notes, des commentaires, et ben ça nous fait super plaisir et puis ça nous aide à progresser tout simplement, à nous ajuster. Et on se donne rendez-vous très rapidement, certainement pour un épisode DRS d'Entourloupe dans l'Azimut. Ça va arriver là, on est en pleine bourre, c'est la rentrée.
nouvelle saison. En direct de l'université d'été dans ton lot. Exactement, qui bat son plein. Hein. Entre match de Ligue 1, Grand Prix, match du Barça, là ça potasse. Ça potasse regarde fort. des films aussi. Oui, toujours. Merci beaucoup, à très vite. Merci beaucoup. Salut.